Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Welcome to the Moon, un jeu qui a été édité en 2021 par Blue Cocker Games et qui est distribué au Québec par Distribution Dude. C'est un jeu des auteurs Benoît Turpin et Alexis Allard qui se joue de 1 à 6 joueurs et dont les parties durent environ 30 minutes. Le but du jeu sera de faire le plus de points. C'est un jeu de la famille des Welcome, après Welcome to Your Perfect Home et Welcome to New Vegas, donc c'est le troisième dans la trilogie. Celui-ci va nous proposer 8 séries d'aventures qui vont se jouer sur des cartes différentes, donc les cartes sont recto-verso, sont plastifiées. On va écrire là-dessus avec des petits crayons effaçables. Donc on peut faire l'aventure de notre choix parmi les 8 ou on peut décider de jouer une campagne narrative qui va nous amener à jouer toutes les aventures les unes après les autres avec quelques petits twists dans les règles. Donc énormément de possibilités avec le jeu Welcome to the Moon. Je vais vous montrer comment jouer avec les règles de base de chacune des 8 aventures et je vous parlerai des règles campagne dans ma critique à la fin de la vidéo. On va installer une partie pour 2 joueurs avec l'aventure 1. Premièrement, chaque joueur va se prendre une feuille pour l'aventure 1, telle qu'indiquée dans le coin en haut à gauche de celle-ci, et on va aussi se prendre un crayon qui est fourni dans le jeu. On va ensuite mélanger les cartes vaisseaux, et on va séparer cette pioche pour former 3 pioches de cartes vaisseaux de hauteur égale, et on va laisser un espace pour les défausses respectives juste en dessous de celle-ci. On va ensuite prendre les cartes d'objectifs qui sont associées à l'aventure numéro 1, telle qu'indiquée sur les cartes, et on va choisir une carte au hasard parmi les 2 cartes objectifs A qu'on va placer face visible sur la table, et on va faire la même chose avec les objectifs B ainsi que les objectifs C. Les autres objectifs seront remis dans la boîte de jeu. Une partie de Welcome to the Moon se joue en plusieurs tours dans lesquels les joueurs vont jouer de façon simultanée et on va continuer à enchaîner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche une des conditions de fin de partie avant de passer au décompte final. Un tour de jeu se sépare en 6 phases. La première phase est la phase de retourner 3 cartes vaisseaux. Donc on va retourner du côté du symbole d'action les 3 premières cartes, donc la première de chacune des 3 pioches, ce qui va former 3 combinaisons de chiffres et d'actions avec les cartes qui sont sur la table. La deuxième phase est de choisir une combinaison numéro et action parmi les 3 qui sont proposés sur la table. Chaque joueur fait sa décision de façon individuelle et plusieurs joueurs peuvent choisir la même combinaison sans problème. Donc le premier joueur qui est ici pourrait choisir la combinaison du numéro 1 avec le symbole de la plante et le deuxième joueur pourrait choisir le numéro 11 avec le symbole de l'eau. La troisième phase est de numéroter, donc chaque joueur devra inscrire le numéro qu'il a choisi dans sa combinaison sur sa feuille d'aventure dans un endroit qui est éligible. Si jamais il ne peut pas placer le chiffre, à ce moment-là, il doit choisir une autre combinaison et si jamais les 3 chiffres proposés sont invalides pour les endroits restants sur sa carte d'aventure, à ce moment-là, il devra cocher une erreur système qui lui enlèvera des points aussi à la fin de la partie et si on a trop d'erreurs système, ça peut aussi déclencher la fin de celle-ci. Les règles de placement des chiffres vont changer dépendamment des aventures, mais de façon générale, chacune des feuilles sera divisée en zones de façon différente pour chaque aventure. Par exemple, pour l'aventure 1 de la fusée, les zones sont représentées par les étages de la fusée. À l'intérieur d'une même zone, on ne peut jamais mettre 2 fois le même chiffre et on doit placer les chiffres en ordre croissant de gauche vers la droite. Donc les plus petits chiffres vers la gauche et les plus grands chiffres vers la droite. On peut sauter des cases, on n'est pas obligé de remplir toutes les cases consécutives, on peut laisser des espaces vides et aller placer des chiffres dans ces espaces plus tard dans la partie et on n'est pas obligé de placer nos chiffres de façon consécutive, donc je pourrais placer un 1 au début, je pourrais ensuite mettre un 3, laisser un espace puis mettre un 10 ici et venir mettre un 7 plus tard à cet endroit-là, tant qu'il n'y a pas un chiffre qui se répète et que tous les chiffres sont en ordre croissant. La phase numérotée est obligatoire, donc les joueurs doivent placer le chiffre sur leur feuille d'aventure. Si ce n'est pas le cas, ils auront coché une erreur et ça mettra fin à leur tour de jeu.
Et dans chacune des aventures, il y aura d'autres restrictions quant au placement des chiffres à l'intérieur des différentes zones sur les feuilles d'aventure qu'on vous expliquera un peu plus tard. On passe ensuite à la quatrième phase, qui est la phase d'action. C'est une phase qui est facultative, donc les joueurs ont le choix de faire l'action qu'ils ont choisie selon la carte qui est dans leur combinaison, ou ils peuvent choisir de ne pas l'exécuter. Il existe 6 symboles d'action. Vous voyez présentement sur la table la plante, le robot, l'eau, mais on peut aussi retrouver le symbole du planning, le symbole d'astronaute, ainsi que le symbole d'énergie à l'intérieur du jeu. Les 6 actions vont varier d'une aventure à l'autre, mais de façon générale, l'action du robot nous permettra de construire, de couper ou d'explorer de nouvelles zones sur notre feuille. Les actions de plantes et d'eau vont généralement nous servir à obtenir des endroits bonus pour marquer plus de points. L'action de planning nous sert à placer un X dans n'importe quelle case de notre feuille d'aventure, mais va généralement nous donner une pénalité de points. L'action de l'astronaute va nous permettre d'augmenter ou de diminuer le chiffre dans notre combinaison de plus ou moins 1 ou plus ou moins 2 si on le souhaite. Et dans certaines aventure, il peut aussi nous donner un bonus ou un malus. Et finalement, le symbole d'énergie va généralement nous servir à augmenter la valeur de d'autres actions pour avoir un meilleur scoring à la fin de la partie. Si un joueur a signé un refus, à ce moment-là, il ne peut pas faire la phase d'action puisqu'il n'a pas placé aucun chiffre sur sa feuille d'aventure. On passe ensuite à la phase 5, qui est la phase de péripéties. C'est là qu'on va activer certains événements qui sont propres aux différentes aventures. Par exemple, dans l'aventure 1, c'est là qu'on va pouvoir activer les symboles de sabotage. Chaque aventure va avoir différentes péripéties qui auront des effets sur les joueurs. Et pour la phase 6, c'est la phase d'accomplir une mission. Donc les joueurs vont regarder s'ils ont les prérequis demandés par les cartes missions qui ont été sélectionnées pour notre partie. Si jamais un joueur réussit une mission, à ce moment-là, il va gagner la récompense de celle-ci, qui est généralement des points de victoire. Et par la suite, on va retourner la carte mission de l'autre côté. À ce moment-là, si les autres joueurs réussissent à la terminer pendant la partie, ils vont avoir une récompense qui est un peu plus petite. Si jamais plusieurs joueurs finissent une mission au même tour de jeu, à ce moment-là, tous les joueurs vont gagner la grosse récompense et ensuite on va pouvoir la retourner de l'autre côté. Et lorsque les joueurs auront validé leur mission accomplie, cela va mettre fin au tour de jeu et on va passer au tour suivant. On va simplement retourner les 3 premières cartes de chacune des pioches sur leur symbole d'action, formant ainsi 3 nouvelles combinaisons de cartes, de numéros et d'actions pour le prochain tour de jeu. Il est à noter qu'on voit toujours le symbole qui est de l'autre côté de la carte numéro, donc on peut savoir quelles vont être les actions disponibles au prochain tour de jeu et planifier en conséquence. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'on atteigne une des conditions qui déclenchent la fin de la partie. Premièrement, si un joueur réussit à accomplir les 3 missions, à ce moment-là, ça va déclencher la fin de la partie à la fin de ce tour de jeu. Et on va passer au décompte final des points. Si jamais un joueur a coché toutes les cases de système erreur sur sa feuille, ça va aussi déclencher la fin de la partie. Et si jamais un joueur a rempli toutes les cases disponibles avec des numéros sur sa feuille, ça va aussi déclencher la fin de la partie. Dans certains scénarios, il y aura une 4e façon de déclencher la fin de la partie. Lorsque ça sera fait, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a coché le moins de cases d'erreur système qui va départager l'égalité, sinon ce sera une victoire partagée. Regardons maintenant les règles particulières pour chacune des aventures. Commençons par la numéro 1 qui s'intitule La fusée. Regardons tout d'abord les règles dans la phase 3, donc la phase numérotée. Donc, quelles sont les règles de placement des chiffres sur notre feuille dans cette aventure? On voit qu'il y a une fusée de dessinée sur notre feuille et que la fusée comporte plusieurs étages. Chaque étage sera associé avec un icône d'action. Donc, les 2 premiers étages, un icône d'astronaute, le suivant, un icône d'eau, les 2 suivants, un icône de robot. L'autre une icône de planning, l'autre une icône d'énergie, l'avant-dernier étage une icône de plante et le dernier étage est un étage Joker. Chacun des étages de la fusée représente une zone, donc on devra respecter la numérotation en ordre croissant sur chacun des étages de gauche vers la droite. On ne peut pas avoir 2 fois le même numéro sur le même étage. Et dans cette aventure, les cartes qui ont des icônes d'action, en fait, il n'y a pas d'action à effectuer avec eux. Elles n'ont pas d'effet.
Elles vont simplement nous servir à placer notre chiffre dans la fusée. C'est-à-dire que si je prends la combinaison 4 et énergie, je devrais placer le chiffre 4 sur l'étage qui contient l'icône de l'énergie. Je peux aussi aller le placer sur l'étage Joker dans le bas de ma feuille. Lui, on peut placer des chiffres avec n'importe quel symbole. Donc, je pourrais placer mon 4 à cet endroit-là, ou à la deuxième case, par exemple, dans l'étage de l'énergie. Si un joueur est dans l'impossibilité d'écrire un des numéros disponibles dans les combinaisons, à ce moment-là, il va aller entourer une case d'erreur système sur la piste d'erreur de sa feuille d'aventure. On remarque aussi que certains étages de la fusée, on retrouve des cloisons, des espèces de murs, qui divisent l'étage en plusieurs quartiers. Par exemple, sur l'étage de l'énergie, j'ai 3 quartiers. Donc les 5 premières cases sont un premier quartier, les 2 autres forment un deuxième quartier et les 3 dernières un troisième quartier. Au-dessus des cases à numéroter dans chacun des quartiers, on va retrouver aussi des icônes bonus qu'on va gagner immédiatement lorsqu'on va compléter le quartier avec des cases numérotées. Donc lorsqu'il y a des numéros dans toutes les 5 cases qui sont là, je vais gagner les effets des 4 icônes bonus qui se trouvent au-dessus de ce quartier. Par exemple, si je place un 8 dans cette case et un 9 dans celle d'à côté, je vais compléter le deuxième quartier de cet étage et je vais gagner immédiatement le bonus de celui-ci, qui est 3 fusées actives. Donc les fusées actives sont comme les points de victoire dans ce scénario. On va aller cocher des fusées sur la piste de score qui est à droite de notre feuille. Donc j'ai 3 fusées actives. Je vais donc cocher les 3 premières fusées de la piste de score. Lorsque j'ai terminé d'utiliser mon bonus, je peux le barrer pour me rappeler que je l'ai utilisé. On est obligé d'utiliser immédiatement les bonus de quartier lorsqu'on les complète, mais quelquefois on peut déclencher certains combos, donc c'est toujours bon de les barrer au fur et à mesure pour être sûr de ne rien oublier. Si je réussis à placer un 1 et un 3 à ces 2 emplacements, je vais compléter un quartier et je vais gagner immédiatement les 2 bonus. Donc on a 2 icônes différents. Le premier, ce sont un bonus de fusée inactive qu'on va transformer en fusée active. Donc on voit que certaines fusées, il y a une flèche devant le symbole, donc ce sont des fusées inactives. Mais lorsque je vais gagner un symbole de flèche en bonus, je vais pouvoir remplir la flèche à côté d'un symbole de fusée inactive d'un quartier qui n'a pas encore été complété. Et lorsque je compléterai celui-ci, ces fusées seront aussi des fusées actives. Donc à ce moment-là, je gagnerai 8 fusées au lieu de seulement 4. Donc ça, c'est le symbole de la flèche. Pour le symbole du X, il va me permettre d'aller cocher une case, donc de placer un X dans une case n'importe où sur ma feuille. Donc je pourrais décider de placer un X à cet endroit-là pour utiliser ce bonus. Donc, si je continue la partie et que je réussis à mettre un 1 ici, si je mets un 5 ici, et si je mets un 7 ici, j'ai réussi à compléter ce gros quartier-là qui va me donner 4 bonus au total. J'ai 4 fusées actives, j'ai 4 autres fusées actives parce que j'ai activé la flèche, donc ça me fait un total de 8 fusées actives. Je vais décider d'aller placer seulement 7 fusées dans ma zone de score et je vais m'en garder une pour aller enlever mon erreur de sabotage. Donc ici, je vais barrer 1, 2. J'ai fini la première rangée. Je vais donc cocher la valeur de points et on va continuer en haut. Donc 3, 4, 5, 6, je vais cocher la valeur de points, ma 7e fusée ici, et je vais prendre ma 8e pour aller enlever ici mon erreur système que j'avais encerclé préalablement ou que quelqu'un m'avait donné un sabotage préalablement dans la partie. Il est important de barrer nos cases d'erreur système qu'on a encerclées pendant la partie puisqu'on ne pourra pas procéder au dégolage de notre fusée pour gagner la partie si on a encore des erreurs système qui sont encerclées. On peut prendre une de nos fusées actives pour annuler une erreur système qui avait été encerclée. Et j'ai aussi 2 symboles de sabotage, donc ceux-là je les ai activés, je peux les barrer. Et il me reste les 2 symboles de sabotage qui vont s'activer dans la phase 5 des péripéties. Et justement, on est rendu à la phase 5, donc la phase des péripéties. C'est là qu'on va activer les symboles de sabotage que les joueurs vont avoir gagnés avec les bonus de quartier. Donc notre joueur vient de gagner 2 bonus de sabotage, c'est-à-dire que tous ses adversaires vont aller encercler 2 cases sur leur piste d'erreur système. Par la suite, ce joueur va pouvoir barrer ses icônes de sabotage et ses adversaires aussi vont les barrer de leur feuille, donc ils ne pourront pas les activer de la partie. C'est donc le premier joueur à les gagner qui va pouvoir faire subir le sabotage à ses adversaires.
Si jamais plusieurs joueurs ont gagné les mêmes symboles de sabotage au même tour de jeu, à ce moment-là, ils vont donner les effets aux autres joueurs autour de la table, mais ces deux joueurs seront immunisés contre ce sabotage. Et pour la phase 6, accomplir une mission. Voyons les types de missions qui sont disponibles pour l'aventure 1. Donc, tout d'abord, on peut avoir une mission d'aller compléter certains étages de notre fusée. Donc, pour cet objectif A, on doit compléter les 2 étages avec l'icône robot, ainsi que l'étage avec le symbole de planning. Et les récompenses ne sont pas des points de victoire, mais plutôt des fusées actives. Donc, on gagnerait immédiatement 4 fusées actives qu'on pourrait ajouter sur notre piste de score ou bien aller rayer des erreurs système qu'on avait encerclées. Pour l'autre objectif A, c'est d'avoir les 2 étages où il y a l'icône d'astronaute de compléter et l'étage où il y a l'icône de l'eau. Pour l'objectif B, le premier, c'est de compléter l'étage où il y a le symbole d'énergie. Et pour le deuxième, c'est de compléter l'étage avec le symbole de plante et l'étage Joker dans le bas de notre fusée. Pour les objectifs C, le premier, c'est d'avoir 5 erreurs système d'encercler et non rayées. On va accomplir l'objectif et ensuite on peut les rayer, il n'y a pas de problème. Et pour le dernier objectif, c'est d'avoir 10 X de placer sur notre feuille au complet pour pouvoir l'accomplir. Et plus la partie avance, plus les joueurs vont gagner des fusées actives en plaçant des chiffres, en remplissant les différents quartiers sur les étages de la fusée, et on va avancer sur notre piste de score. La partie peut se terminer de 4 façons dans cette aventure. On a les 3 façons classiques, c'est-à-dire qu'un joueur réussit à accomplir tous les objectifs, qu'un joueur réussit à remplir toutes les cases numérotées de sa fusée, ou bien qu'un joueur a réussi à encercler toutes les cases d'erreurs système sur sa feuille. Si la partie est déclenchée par une de ces 3 façons, à ce moment-là, on va regarder le score, c'est le plus petit chiffre visible qui est sur notre feuille. Ici, ça serait 90 points. Mais si j'ai des erreurs système d'encercler, chaque erreur système va m'enlever 5 points. Donc, ça me ferait un score de 80 points, comme ceci. Et pour la 4e façon de terminer la partie dans l'aventure 1, je pense que c'est celle qui va revenir le plus souvent, c'est si un joueur réussit à faire décoller sa fusée. Pour ce faire, il doit avoir rayé toutes les erreurs système qui sont encerclées sur sa feuille et il doit avoir complété la piste de score au complet avec des fusées actives. Donc, il doit avoir rayé toutes les cases jusqu'aux 150 points. Si jamais il raye d'autres fusées après son décollage, il peut utiliser les fusées qui sont dans le haut de sa feuille et qui serviront pour le bris d'égalité si plusieurs joueurs réussissent à faire décoller leur fusée dans le même tour de jeu. Et maintenant, regardons la deuxième aventure qui s'intitule « Le voyage ». On va avoir sur cette feuille un trajet entre la Terre et la Lune et ce sont les endroits où on devra placer nos numéros tout au long de la partie. Lorsqu'on va débuter cette aventure, tout le trajet entre la Terre et la Lune représente une seule zone. On devra donc suivre les recommandations de base pour cette zone, c'est-à-dire qu'on devra la numéroter de façon croissante à partir de la Terre avec les petits numéros et en montant vers la Lune. On ne peut pas encore une fois avoir 2 fois le même numéro dans la même zone. Mais plus la partie va progresser, certaines actions vont nous permettre de couper le trajet en plusieurs zones, ce qui va nous permettre de numéroter plus facilement les différentes cases du trajet. Si jamais on ne peut pas placer aucun des numéros des 3 combinaisons et qu'on gagne une erreur système, à ce moment-là, on va cocher la première case dans la zone d'erreur de notre feuille d'aventure et on voit que les 2 premières cases d'erreur vont aussi nous donner un bonus d'énergie. Donc, ils vont nous permettre de faire l'action d'énergie à ce moment-là, ce qui va nous permettre de nous débloquer un peu. Et justement, regardons ce que font les 6 actions dans cette aventure. On va commencer avec l'action d'énergie. Donc, lorsqu'on va placer un numéro et qu'il y a l'action d'énergie, donc ici j'ai un 7 avec l'énergie, je vais placer mon 7 dans la case qui est là pour l'instant. Et je vais gagner un symbole d'énergie. Je vais donc entourer la prochaine énergie disponible dans la piste qui est dans le haut de notre plateau. On va toujours la remplir une colonne à la fois et de gauche vers la droite. À chaque fois qu'on va avoir 2 énergies d'entourer, c'est le cas présentement puisque le premier symbole d'énergie est toujours entouré au début de l'aventure. On va gagner une séparation. Donc là, en plaçant mon symbole d'énergie, je gagne ma première séparation et ça va me permettre justement de séparer mon trajet en plusieurs zones. Donc je pourrais la placer à cet endroit-là, ce qui ferait maintenant que j'ai 2 zones. Donc une première zone ici jusqu'à la séparation et une deuxième zone qui va commencer ici que je devrais numéroter en ordre croissant et aller vers la Lune.
Donc plus la partie va avancer et plus on va pouvoir séparer nos zones pour mieux organiser nos numérotations. Donc, à chaque fois qu'on va gagner des symboles d'énergie, on va les entourer. Et à chaque fois qu'on va avoir 2 symboles d'énergie, on va gagner une séparation. Pour se rappeler qu'on les a placés, on peut les barrer au fur et à mesure pour se rappeler qu'on a placé nos séparations. Donc, j'en gagne une deuxième. Je pourrais la placer ici, par exemple. Donc là, maintenant, j'aurai une zone jusque-là, une zone ici entre mes 2 séparations et une troisième zone qui s'en va vers la Lune. Pour l'action de l'eau, donc lorsque je vais avoir une combinaison avec un numéro et de l'eau, si je réussis à placer ce numéro dans un endroit où il y a un réservoir d'eau, je vais pouvoir l'encercler et gagner ses points à la fin de la partie. Donc si je place mon 9 à cet endroit-là, comme il y a un réservoir d'eau, je vais pouvoir l'encercler et à la fin de la partie, ce réservoir va me donner 8 points de victoire. On peut quand même placer ce numéro dans un endroit où il n'y a pas de réservoir. À ce moment-là, on ne pourra pas exécuter l'action de l'eau. Et même chose, je peux placer un numéro dans un endroit où il y a un réservoir quand je n'ai pas l'action d'eau, mais à ce moment-là, le réservoir ne sera pas utilisable et je pourrais le barrer. Donc, si je mettais un 8 ici et que je n'ai pas le symbole de l'eau, je vais pouvoir mettre un X dessus pour dire que je n'aurai jamais accès à ce réservoir. Pour l'action du robot, on remarque que sur notre feuille, il y a des chemins qui sont constitués de robots qui sont reliés aux stations spatiales où il y a les plantes qui sont accessibles. Donc, les icônes de robots vont nous servir à activer les robots pour pouvoir se faire un chemin et ainsi récolter les plantes dans une station spatiale. Lorsqu'on inscrit notre numéro, donc si j'ai un 10, je vais le placer à côté de mon 9. Et lorsque j'ai une icône de robot, je peux encercler n'importe quel robot sur ma feuille pour essayer de faire un des chemins vers une station spatiale. Donc je pourrais par exemple encercler le premier robot de ce chemin. Lorsque j'aurai réussi à encercler les autres robots et que je vais compléter un chemin de robots vers une station spatiale, à ce moment-là, je vais encercler le plus grand des multiplicateurs entre les deux qui sont disponibles à cette station spatiale et les autres joueurs devront rayer le plus grand multiplicateur. Donc, c'est seulement le premier joueur qui atteint cette station spatiale qui va l'encercler et ça va lui faire plus de points à la fin de la partie s'il réussit à encercler les plantes qui sont dans cette station spatiale. Comme pour les cartes mission, si plusieurs joueurs atteignent une station spatiale dans le même tour de jeu, à ce moment-là, tous ces joueurs vont encercler le plus grand multiplicateur. Pour l'action des plantes, ici j'ai donc une combinaison avec l'action plante et le numéro 12. Je vais commencer par aller l'inscrire sur ma feuille et par la suite je vais faire l'action de plante, ce qui va me permettre d'encercler une plante dans une des stations spatiales qui est connectée à la zone où j'ai placé mon numéro. Donc ici j'ai le numéro 12, j'ai donc accès à cette station spatiale ou à celle-ci. Donc ce n'est pas grave si elle n'est pas encore connectée avec des robots et ce sont mes deux seuls choix. Donc je peux encercler un symbole de plante dans la station qui est là ou dans celle-ci. Je vais y aller avec celle-ci puisque j'ai déjà réussi à connecter les robots. Donc je vais encercler un des symboles de plante avec mon action. Pour l'action de l'astronaute, ici j'ai une combinaison avec l'action astronaute et un numéro 8. Je peux modifier la valeur de mon numéro si je le veux. Je peux le laisser à 8, mais je peux faire plus ou moins 1 ou plus ou moins 2. Et je vais ensuite le placer sur ma feuille. Donc ici, je pourrais décider de faire moins 2 par exemple pour faire un 6, ce qui me permettrait d'aller le placer à cet endroit-là sur ma feuille. Et de plus, lorsque j'utilise l'action d'astronaute, que j'ai modifié la valeur du numéro ou pas, je vais aller encercler une case d'astronaute ici sur la piste. En fait, je vais aller la rayer et je vais commencer par la première colonne et ensuite de gauche à droite. Si je refais l'action d'astronaute une autre fois dans la partie, ça va me permettre de terminer de rayer la première colonne, ce qui va me donner accès à un symbole Joker que je vais encercler et que je pourrai utiliser dans un tour suivant. Pour utiliser un symbole Joker que j'ai encerclé, je vais tout simplement le rayer et ça va me permettre de modifier l'action de ma combinaison en utilisant l'action de mon choix parmi les 6 disponibles au lieu de faire celle qui est dans ma combinaison. Et pour l'action de planning, ici on a donc l'action de planning avec un numéro 9. Je vais commencer par placer mon numéro 9. Je vais aller le placer dans cet endroit-là. Et par la suite, je vais faire l'action de planning qui me permet d'aller faire un X dans n'importe quelle case de mon choix sur ma feuille d'aventure. Donc je pourrais faire un X sur la case qui est ici. Elle est considérée comme une case qui est remplie mais qui n'a pas de chiffre. Et lorsque j'utilise l'action de planning, je vais aussi aller rayer un symbole de planning dans la piste sur le côté. Et elle fonctionne de la même façon que la piste des astronautes. Donc la prochaine fois que je vais faire l'action de planning, je vais pouvoir encercler un symbole
joker que je pourrais utiliser dans un prochain tour de jeu. Dans cette aventure, on va sauter la phase 5 de péripéties puisqu'il n'y a aucun événement qui s'active dans cette phase. Regardons maintenant les types de missions qu'on peut avoir dans l'aventure numéro 2. Pour les missions A, on a deux choix. La première ici, c'est d'avoir encerclé toutes les plantes de 2 stations spatiales. Le deuxième objectif A, lui, c'est d'avoir encerclé les multiplicateurs de 3 stations spatiales à l'aide des robots. Pour les objectifs B, c'est d'avoir complété un certain nombre de zones de différentes longueurs. Donc pour celui-ci, on doit avoir une zone de 6 complétée avec une zone de 4 et une zone de 2. Alors que l'autre objectif B, c'est d'avoir simplement 2 zones de 6 complétées sur sa feuille d'aventure. Et pour les objectifs C, qui sont en lien avec les réservoirs d'eau, pour le premier, c'est d'avoir 6 réservoirs d'eau au total sur notre feuille d'aventure d'encercler. Et pour l'autre objectif C, c'est d'avoir encerclé 4 réservoirs d'eau consécutifs sur notre feuille d'aventure. Lorsqu'on complète une mission, on va gagner les points qui sont indiqués dessus et on va les mettre dans la section des missions sur la section de score de notre feuille d'aventure. Et ensuite, on va retourner la carte de l'autre côté où les joueurs pourront la réussir pour une récompense qui est plus petite. Dans cette aventure, la fin de la partie sera déclenchée par une des 3 conditions des règles de base, donc soit qu'un joueur ait fait les 3 objectifs, qu'un joueur ait rempli toutes les cases à numérotées de sa feuille, ou qu'un joueur ait coché les 3 cases d'erreur système sur sa feuille. On va ensuite passer au décompte final des points. Premièrement, on va compter les points pour les missions qu'on a réussi à accomplir. Donc si j'ai réussi la mission A pour 10 points, la mission C pour 9 points, ce qui me fait un total de 19 points pour mes missions. On va ensuite cumuler les points qu'on a fait avec les plantes dans les stations spatiales. On va seulement scorer les stations spatiales qui sont connectées avec les chemins de robots et dans lesquels on a encerclé des plantes. Donc ici, j'ai réussi à connecter la station 1. J'ai encerclé 3 plantes et j'ai le plus petit multiplicateur, donc j'ai perdu la course contre mes adversaires. Donc 3 plantes fois 5, ça fait un total de 15 points pour celle-ci. Pour la station 2, je ne l'ai pas connectée, donc j'ai 0. Pour la station 3, j'ai réussi à la connecter. J'ai encerclé les 4 plantes et j'ai le gros multiplicateur. J'ai donc un total de 32 points, donc 8 x 4, ce qui fait 32 points pour la station 3. Et la station 4, elle, je n'ai pas réussi à connecter les robots. Même si j'ai des plantes d'encercler, ça me fait 0. Ce qui me fait un total de 47 points pour mes deux stations avec des plantes. Pour mes réservoirs d'eau, je vais regarder tous les réservoirs que j'ai encerclés. Donc ici, j'ai 4, plus 7, plus 8, plus 7, plus 4 et plus 4, ce qui fait un total de 34 points pour mes réservoirs que je vais inscrire dans cet emplacement. On va ensuite regarder dans les zones qui sont complétées, donc dans les zones où tous les numéros ont été placés dans les cases, combien j'ai de cases dans ma zone la plus longue qui est complétée. Donc si je pense que c'est la zone qui est ici, qui est complétée, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cases dans ma plus longue zone, ce qui va me faire 11 points. Donc 1 point par case dans notre plus longue zone complétée. Ensuite, les joueurs vont comparer le nombre de zones complétées qu'ils ont sur leur carte d'aventure. Pour ma part, j'ai la zone qui est ici au début jusqu'à la séparation qui est là, qui est complète. Et j'ai ma plus longue aussi qui est complète. Donc j'en ai seulement 2 qui sont complètes puisque j'ai des cases libres et vides dans les autres zones. Le joueur qui a le plus de zones complétées va marquer 20 points. Le joueur qui est en deuxième position va marquer 10 points. Et les autres joueurs, le joueur en troisième position plutôt, va marquer 5 points. Bon, disons que je suis en deuxième position dans ma partie à 2 joueurs, ça va me faire 10 points pour mes 2 zones complétées. Ensuite, on va regarder le chiffre le plus petit qui est dans la zone des erreurs et ce sera une pénalité de points. Donc ici, on va avoir un moins 10 points à cause de mes 2 erreurs système. Et on va cumuler notre score, donc ça me fait un total de 111 points pour ma partie. Maintenant, regardons l'aventure numéro 3 qui s'intitule La Colonie. On va donc s'établir sur la Lune et notre colonie est représentée par la zone dans le haut de notre feuille d'aventure et chaque endroit à numéroter représente un bâtiment à l'intérieur de notre colonie. Il y a 2 règles de placement importantes dans cette aventure. On va considérer chacune des rangées horizontales comme étant une zone et on va considérer aussi chacune des colonnes de haut en bas comme étant une zone. C'est-à-dire qu'on doit placer nos numéros
de façon à respecter l'ordre croissant de gauche à droite dans les rangées et on doit respecter l'ordre croissant de haut en bas dans les colonnes. La case avec la fusée en bas de notre feuille, ainsi que la case avec l'observatoire et les deux cases qui ont déjà des X sont considérées comme des cases déjà remplies au début de la partie. On remarque aussi que la colonie est séparée en 4 quartiers. Donc on peut voir les délimitations avec la ligne horizontale qui passe au milieu de la colonie et la ligne verticale qui passe au milieu de celle-ci. Et on a donc 4 quartiers à l'intérieur de notre colonie. Si un joueur réussit à remplir les cases numérotées au complet dans un quartier, il va gagner un bonus de points de victoire. S'il est le premier à le faire, pour ce quartier, il va encercler la plus haute valeur de 15 points de victoire, alors que les autres joueurs vont rayer cette valeur, et s'ils réussissent à le remplir au complet, ils vont seulement pouvoir encercler la valeur de 5 points de victoire. Maintenant, regardons l'effet des 6 actions dans cette aventure. Commençons par l'action de l'eau. Donc ici, j'ai une combinaison avec l'eau et un numéro 10. Je vais aller placer mon numéro 10 sur ma feuille. Et si je le place à un endroit où il y a un réservoir d'eau, je vais encercler le réservoir et il me donnera des points à la fin de la partie selon l'échelle de score des réservoirs d'eau. Je peux placer mon numéro dans une case où il n'y a pas de réservoir, mais à ce moment-là, je ne pourrai pas faire l'action de l'eau. Pour l'action des plantes, donc ici j'ai le numéro 9 avec ma combinaison de plantes. Donc disons que je vais aller le placer juste à côté ici. Et lorsqu'on veut le placer, on va encercler une serre dans le quartier où on a placé le numéro. Donc on va les encercler de haut vers le bas. Donc la première serre va nous donner une plante. Si je replace un numéro avec une plante dans un tour suivant, je vais encercler la deuxième serre. Si je refais cette action une troisième fois dans le même quartier, on va encercler la troisième serre. Et si je réussis à le faire une quatrième fois, je vais encercler la quatrième serre qui, elle, vaut 2 symbole de plante, et chaque symbole de plante encerclé va nous donner des points de victoire à la fin de la partie, selon l'échelle des serres qu'on pourra augmenter avec certaines actions. Pour l'action du robot, ils vont nous servir à aller construire des tunnels pour pouvoir relier notre réseau à partir de la fusée. On voit qu'il y a déjà 2 tunnels de fait au début de la partie qui sont adjacents à la fusée. Donc celui-là où il y a une icône de robot et celui en dessous aussi. Donc ce sont les traits noirs qui représentent les tunnels. Donc on en a 2 qui sont déjà faits. Donc à chaque fois qu'on va avoir l'action de robot, on va pouvoir étendre notre réseau. Je vais commencer par aller placer mon chiffre, disons le 1, je vais le placer en haut ici et je n'aurai pas le réservoir, fait que je peux le barrer à ce moment-là. Et après ça, je vais pouvoir placer mon action de robot, donc je peux continuer le chemin. Donc je pourrais faire le tunnel qui est ici par exemple. Si je continue à faire des chemins dans les tours suivants avec mes robots, je vais continuer mon réseau et je vais réussir à connecter éventuellement des cases qui contiennent une parabole. Donc si je relie à mon réseau une case qui contient une parabole et qui est déjà numérotée, à ce moment-là, je vais pouvoir encercler la parabole et chaque parabole encerclée à la fin de la partie vont nous donner des points selon l'échelle de score des paraboles qui lui aussi pourra être améliorée. Si plus tard dans la partie, je place un numéro 5 à l'intérieur de cette case, elle a déjà une parabole et elle est reliée à mon réseau, à ce moment-là, je vais pouvoir encercler la parabole. Si on réussit à rendre notre réseau et à faire un chemin jusqu'à l'observatoire en haut de notre feuille, il y a 3 paraboles qu'on va encercler immédiatement sur notre feuille d'aventure. Pour l'action de l'énergie, donc ici j'ai un 12 avec un symbole d'énergie, je vais aller placer mon 12 dans la case qui est ici. Et par la suite, je vais pouvoir améliorer une échelle de score entre celle des plantes, de l'eau ou des paraboles. Donc je vais aller barrer la case la plus petite sur une de ces échelles. Donc je pourrais barrer celle en haut des plantes, ce qui va améliorer le nombre de points de victoire que chaque plante va me donner à la fin de la partie. Pour l'action de l'astronaute, comme d'habitude, on peut modifier la valeur de notre numéro de plus ou moins 1 ou de plus ou moins 2, ou on peut le laisser tel quel. Et si je vais le laisser tel quel dans mon cas, je vais aller le placer à cet endroit-là, un 8, mais je vais barrer le réservoir que je n'aurai pas. Et par la suite, je vais aller cocher une case sur l'échelle des astronautes à chaque fois que je vais faire cette action, que j'ai modifié la valeur de mon numéro ou pas.
Pour l'action de planning, donc ici j'ai le numéro 9 avec l'action de planning. Disons que je vais placer mon numéro 9 ici. Et par la suite, l'action de planning me permet de faire un X dans n'importe quelle case de ma colonie. Donc je pourrais faire un X sur la case qui est ici par exemple. Et à chaque fois que je fais cette action, je vais aller rayer la case de plus petite valeur dans l'échelle de planning dans le bas de ma feuille. Et ce seront des pénalités de points à la fin de la partie. Dans cette aventure, on va sauter la phase 5 des péripéties puisqu'il n'y a aucun événement qui peut se déclencher dans cette phase. Pour les types de missions qu'on retrouve dans l'aventure 3, pour les missions A, pour la première ici, on doit avoir complété 3 rangées horizontales complètes sur notre colonie pour pouvoir marquer 12 points. Pour le deuxième objectif A, c'est 3 colonnes verticales pleines sur notre feuille pour compléter cette mission. Pour les missions B, la première, c'est de réussir à connecter notre réseau à l'observatoire en haut de notre feuille. Pour la deuxième mission B, c'est de réussir à entourer les paraboles au complet dans 2 quartiers. Donc, toutes les paraboles entourées dans 2 quartiers de notre feuille. Pour les objectifs C, le premier, c'est d'encercler tous les réservoirs d'eau dans 2 quartiers. Et pour le deuxième objectif C, c'est de réussir à avoir un total de 10 symboles de plantes d'entourer dans nos serres. Dans cette aventure, la fin de la partie sera déclenchée par les 3 règles de base. Donc, si un joueur réussit à compléter les 3 missions, si un joueur réussit à numéroter toutes les cases de sa colonie, ou si un joueur a coché les 3 cases d'erreur système de sa feuille. À ce moment-là, ça déclenche la fin de la partie et on passe au décompte final des points. Premièrement, on va additionner les points pour les missions qu'on a réussi à compléter. Donc ici, j'ai réussi la mission A pour 12 points, la mission B pour 9 points, ce qui fait un total de 21 pour mes 2 missions. Par la suite, on va regarder les plantes. Donc ici, pour chaque icône de plante que j'ai encerclée, je vais marquer des points selon la plus petite valeur dans mon échelle de scoring. Ici, c'est 2. Donc j'ai un total de 10 symboles de plantes d'entourée, 10 fois 2, donc je peux l'écrire ici, 10 et fois 2 parce que j'ai une valeur de 2. Donc ça me fait un total de 20 points pour mes plantes. Pour mes réservoirs d'eau, j'en ai entouré seulement 2 sur ma feuille, donc fois 2, mais j'ai pas réussi à augmenter leur valeur de points, donc ils sont à 0. Donc 2 fois 0, ben, ça fait quand même 0. Pour mes paraboles, j'ai réussi quand même à en faire beaucoup. Donc, je vais compter le nombre de paraboles que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paraboles au complet sur ma feuille. Et j'ai réussi à augmenter l'échelle de score au maximum pour les paraboles, ce qui me fait un total de 6 points par parabole fois 10. Ça me fait un beau total de 60 points. Ensuite, on va regarder les points pour les bonus des quartiers complétés. Donc ici, j'ai réussi à avoir un 15 ici, un 15 dans celui-là aussi, ce qui fait 30, et un 5 dans celui-là, ce qui me fait un total de 35. On peut aussi les écrire au fur et à mesure ici dans les 4 cases durant la partie. Pour les symboles d'astronaute, on va regarder le joueur qui en a coché le plus. Il va marquer 20 points. Le joueur en deuxième position, 10. Et le joueur en troisième position, 5. Disons que je suis en deuxième position avec 3 symboles. Ça va me faire 10 points. On va ensuite perdre des points selon le nombre de cases qu'on a cochées dans les plannings. Donc, on va perdre des points de la plus petite valeur qui est visible. Donc ici, c'est un 9 points, un moins 9 points plutôt. Et on va aussi perdre des points pour les erreurs système pour le plus petit chiffre visible. Donc ici, j'ai un 5. Donc moins 5. Et on va additionner tout ça ensemble, ce qui me fait un total de 132 points pour ma partie. Attaquons-nous maintenant à l'aventure numéro 4 qui s'intitule La mine. On a principalement 2 zones sur notre feuille d'aventure. La zone du bas représente la mine dans les souterrains où on retrouve les différents sites d'excavation qui sont les endroits où on va placer des numéros pendant la partie. La mine est composée de 3 rangées de sites d'excavation et chacune de ces rangées sera considérée comme une zone et on devra respecter les règles de placement de base pour les numéros, c'est-à-dire que chaque rangée, on devra respecter l'ordre croissant de gauche à droite.
À l'intérieur de la mine, pendant la partie, nous pourrons recueillir certaines ressources comme des rubis, des perles, des plantes et des réservoirs d'eau que nous pourrons ensuite envoyer dans nos usines pour marquer des points à la fin de la partie. Donc le haut de notre feuille représente 6 usines que nous tenterons de remplir pendant la partie et d'améliorer pour marquer le plus de points. Il y a aussi les 5 usines secondaires qui sont dans le haut de la feuille, qui sont des bonus instantanés qu'on pourra débloquer en cours de partie. Regardons maintenant les 6 actions qu'on retrouve dans cette aventure. Commençons par l'action de l'eau. Donc ici, je vais aller placer le numéro 10 dans une des cases dans la mine. Disons que je vais le placer ici. Et comme c'est l'action de l'eau, si je place mon numéro dans un emplacement qui est adjacent à un réservoir d'eau, comme c'est le cas, je vais l'encercler. Et plus tard, quand je vais extraire toutes les ressources de cette colonne avec ma foreuse, c'est-à-dire quand j'aurai rempli les 3 cases d'excavation d'une colonne, je vais gagner toutes les ressources que j'aurai encerclées. Pour l'action des plantes, elle fonctionne de façon similaire à celle des réservoirs d'eau. Donc ici, je vais aller placer le numéro 12. Je vais le placer dans cet emplacement. Et comme il est adjacent à une plante, à ce moment-là, je vais encercler la plante et je vais la gagner lorsque je vais extraire les ressources de cette colonne. De plus, je viens de placer un numéro dans un emplacement où il y a des pierres précieuses. Donc ici, c'est une perle. Donc je vais automatiquement encercler l'icône de la perle. Et elle aussi, je vais la gagner seulement au moment de l'extraction. Pour l'action de l'astronaute, comme d'habitude, on peut modifier la valeur de notre numéro dans notre combinaison de plus ou moins 1 ou plus ou moins 2, ou je peux le laisser tel quel. Et je vais aller placer ce numéro. Donc je pourrais le placer par exemple à cet emplacement. Un 8, ce qui va me permettre d'aller encercler un beau rubis. De plus, à chaque fois que je fais l'action de l'astronaute, je vais aller rayer une case d'astronaute dans l'usine des astronautes. Pour l'action de planning, on peut aller placer notre numéro. Donc ici, j'ai le numéro 1. Je vais le placer ici. Je vais encercler une perle. Et pour mon action de planning, je peux marquer une case avec un X n'importe où sur ma feuille. Je pourrais marquer la case qui est juste en dessous ici et je vais gagner un rubis. De plus, lorsqu'on utilise l'action de planning, on va aller rayer une case de planning dans l'usine du planning, qui sont des pénalités de points à la fin de la partie, contrairement aux autres usines. Pour l'action d'énergie, on va commencer par aller placer le numéro. Donc ici, j'ai le numéro 9. Je vais aller le placer ici. Ça va me donner un petit rubis que je vais encercler. Et ensuite, je vais faire mon action d'énergie, ce qui va me permettre d'aller rayer un symbole d'énergie dans les usines pour augmenter les capacités des usines pour qu'elles valent plus de points de victoire à la fin de la partie, ou pour diminuer les pénalités de points de l'usine de planning, ou je peux aussi aller en rayer un dans les petites usines pour pouvoir essayer de gagner les bonus de celle-ci. Donc je pourrais par exemple aller rayer le symbole d'énergie dans l'usine des plantes, et lorsque j'aurai aussi rayé les 3 symboles de robots, je vais augmenter la valeur des points générés par les plantes dans mon usine à la fin de la partie. Et l'action de robot, vous avez compris, fonctionne sensiblement de la même façon que l'action d'énergie, mais elle sert à rayer les icônes de robots dans les usines ou dans les petites usines. Donc ici, je vais aller placer un 9, donc je pourrais le placer ici, par exemple. Je vais encercler une perle. Et ensuite, je vais faire mon action de robot, donc je pourrais rayer le premier symbole de robot de mon usine de plantes avec cette action. Si je réussis pendant la partie à rayer tous les symboles de robots et d'énergie qui sont dans une usine, à ce moment-là, je vais rayer la petite case, la plus petite case de points de victoire qui est dans le haut, ce qui veut dire que maintenant les plantes ne valent plus 2 points chacune, mais plutôt 4 points chacune dans le décompte final. Et c'est le même principe avec les autres usines, donc je peux rayer le 3 pour l'usine de l'eau pour qu'elle valent 5 points chacune. Pour les perles, on peut rayer le 2 pour qu'elles valent 3 points chacune. Même chose pour les rubis. Pour les symboles d'astronautes, ils valent 0 point de victoire à la fin de la partie. Mais si je réussis à rayer cette case, les symboles astronautes vont valoir 3 points. Et pour l'usine des plannings, chaque icône planning vaut moins 3 points à la fin de la partie. Mais si je réussis à améliorer mon usine, à ce moment-là, la pénalité sera de 0. Et si j'utilise les icônes d'énergie et de robots pour aller gagner les bonus dans les petites usines, donc ici je pourrais rayer un symbole d'énergie avec une action d'énergie et rayer le robot avec un symbole de robot. Et lorsque tous les symboles d'une petite usine sont rayés, on gagne immédiatement le bonus. Ici c'est 2 plantes, donc on va aller encercler les 2 premières plantes dans l'usine des plantes. Et ensuite on peut le rayer pour se rappeler qu'on a fait notre bonus.
Dans cette aventure, lorsqu'on passe à la phase 5 qui est la phase de péripéties, c'est là que les joueurs vont pouvoir activer des foreuses. Pour activer une foreuse, il faut que le joueur ait rempli une colonne complète dans sa mine. Donc si par exemple j'avais placé un 11 ici à mon tour de jeu, je vais encercler le rubis. Et lorsqu'on arrive dans la phase de péripéties, comme j'ai une colonne de rempli, je vais activer la foreuse, donc je vais l'encercler et je vais ensuite gagner tous les bonus qui sont encerclés dans cette colonne et je vais les entourer dans les usines respectives. Donc si je gagne un rubis, donc je vais entourer un rubis dans mon usine, je gagne une plante, je vais entourer une plante, je gagne une perle, je vais entourer une perle dans l'usine des perles, et je gagne un réservoir d'eau. En remplissant les 4 usines de ressources, donc les 4 premières, celles des plantes, de l'eau, des perles et des rubis, on voit qu'il y a des bonus qui sont à l'intérieur de ces échelles de ressources. Donc quand le joueur gagne des ressources et qu'il réussit à se rendre jusqu'au bonus, s'il est le premier joueur à se rendre au bonus, il va l'encercler et gagner ses points à la fin de la partie. Il peut les inscrire dans le seau qui est juste en bas de l'usine. Les autres joueurs, eux, vont rayer ce bonus, donc ils ne pourront pas le gagner dans la partie. Si jamais plusieurs joueurs gagnaient le même bonus dans le même tour de jeu, alors tous ces joueurs vont le gagner. Et c'est la même chose pour le bonus qui est dans l'usine de l'eau, l'usine des perles et l'usine des rubis. C'est seulement le premier joueur à l'encercler qui va le gagner. Pour les missions qu'on peut retrouver dans cette aventure, on a 2 modèles de mission A. La première, c'est d'avoir encerclé 4 foreuses consécutives sur sa feuille, alors que la deuxième carte A est d'avoir encerclé 5 foreuses n'importe où sur sa feuille. Pour les objectifs B, on doit avoir ici encerclé et en fait terminé les 5 usines secondaires, donc les petites usines dans le haut. Quand les 5 sont terminées, on réussit cet objectif, alors que le deuxième modèle d'objectif B, c'est de réussir à améliorer 6 usines ou terminer des usines secondaires, donc combinaison des deux. Donc terminer des usines secondaires et améliorer des usines avec les icônes d'énergie et de robots. Alors que les objectifs C, le premier c'est d'avoir encerclé 8 plantes dans notre mine, qu'elles soient collectées ou pas avec les foreuses. Et l'autre modèle c'est la même chose, mais avec les réservoirs d'eau, donc d'avoir encerclé un total de 5 réservoirs. La fin de la partie se déclenche avec les 3 règles de base. Donc, si un joueur réussit à terminer les 3 cartes objectifs, si un joueur a rempli toutes les cases à numéroter dans la mine, ou si un joueur a réussi à cocher les 3 cases d'erreur système dans le haut de l'usine de planning. À ce moment-là, on va passer au décompte final des points. Premièrement, on va cumuler les points de nos objectifs de mission. Donc ici, j'ai réussi la mission A et la mission C. Donc 9 plus 8, ça me fait 17 points pour ces 2 missions. On va ensuite marquer des points pour nos usines. Donc l'usine des plantes, ici, j'ai réussi à encercler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plantes et j'ai amélioré mon usine. Donc chaque plante vaut 4 points. Donc 10 x 4, 40 points. Et j'ai eu le 8 du bonus ici que j'avais encerclé. Ça me fait donc 48 points pour mes plantes. Pour mon usine de réservoir d'eau, donc j'ai encerclé 3 réservoirs et je n'ai pas amélioré mon usine, donc chacun vaut 3 points. Donc 3 x 3, ça fait 9 points pour mes réservoirs. Pour mes perles, j'ai réussi à encercler 12 perles au total. Donc 12 x 3, puisque j'ai amélioré mon usine, donc ça fait 36. Et 36 plus 8, ça me fait 44 points pour mes perles. Pour mes rubis, j'ai réussi à en encercler 8 dans mon usine et je n'ai pas amélioré cette usine, donc ils valent 2 points chacun. Donc 8 x 2, ça me fait 16 points pour mes rubis. Pour mon usine d'astronaute, j'ai un symbole d'astronaute, mais je ne l'ai pas amélioré, donc ils valent 0 points chacun. 1 x 0, ça fait 0 points. Pour mes pénalités, j'ai 2 choses qui peuvent me donner des pénalités. Donc, dans la cheminée de l'usine, si jamais j'ai barré des cases d'erreur système, je vais perdre les points de la plus petite case visible. Donc ici, ce serait moins 5. Et pour chaque icône de planning que j'ai rayé, je vais perdre moins 3. Donc ici, j'ai moins 5 et j'ai moins 6 avec mes 2 symboles de planning, ce qui me fait une pénalité de moins 11 pour cette usine. Et on va additionner tous nos points ensemble, moins la pénalité. Ça me fait une belle partie de 123 points. Et maintenant, lançons-nous dans l'aventure numéro 5 qui s'intitule « Le Dôme ».
Dans cette aventure, on voit que dans le dôme, il y a 4 gratte-ciels qui sont des tours sur notre feuille d'aventure. Chacune des tours représente une zone dans laquelle on va numéroter les différentes cases et on devra les numéroter en ordre croissant de bas en haut. Donc les plus petits chiffres en bas et plus on monte dans la tour, plus on va placer des chiffres élevés. Les premiers numéros qui seront placés dans une tour de gratte-ciel devront être placés dans une des 2 cases de départ, c'est-à-dire la case qui est juste au-dessus de la surface de la Lune, donc la rangée qui est ici, ou bien la rangée qui est le premier niveau sous terre qui est ici. Ces 2 rangées sont un peu plus foncées sur notre feuille pour indiquer que ce sont les cases de départ. Donc par exemple, si mon premier numéro est un 10, je pourrais l'inscrire à cet endroit-là, puisque c'est une des 2 cases de départ pour cette tour. Il y a aussi une autre restriction pour numéroter les cases des gratte-ciels. Donc, à partir de maintenant, lorsque j'aurai placé un chiffre, je devrai placer des chiffres dans les cases qui sont adjacentes à celui-ci ou bien sur les autres cases de départ. On ne peut pas sauter de cases, on ne peut pas laisser de cases vides dans cette aventure. Lorsqu'un joueur réussit à placer un chiffre sur la case la plus haute dans une tour de gratte-ciel, il va gagner le plus grand bonus en l'encerclant et les autres joueurs devront rayer ce bonus. S'ils réussissent à monter dans le haut de cette tour, ils vont seulement gagner la moitié des points. Et c'est le même principe avec la case qui est la plus basse dans chacune des tours. Donc le premier joueur à l'atteindre va encercler la plus haute valeur, gagner ses points bonus, et les autres joueurs devront la rayer, et s'ils réussissent à atteindre cette case, ils vont seulement gagner le petit bonus. Regardons maintenant les 6 actions disponibles dans cette aventure. Commençons par l'action de l'eau. Donc ici, j'ai placé mon premier numéro qui est un 10. Et comme j'ai l'action de l'eau, je peux regarder dans la rangée vis-à-vis, dans la tour des ressources, et je peux encercler le symbole d'eau. Pour l'action des plantes, elle fonctionne d'une façon identique à celle de l'eau. Donc ici, si j'ai un 12, si j'essaie de le placer dans la case juste en haut, je vais aller encercler un des symboles de plantes dans la rangée vis-à-vis, dans la tour des ressources. Et plus on va réussir à encercler des ressources dans cette tour, plus on va marquer de points à la fin de la partie. Pour l'action de l'astronaute, on peut modifier la valeur de notre numéro. On peut le modifier de plus ou moins 1 ou plus ou moins 2, ou on peut le laisser identique. Disons ici que je veux faire moins 2 sur la valeur de 9 pour aller placer un 7. Et je vais placer un 7 à cet endroit-là, dans une case de départ d'une nouvelle tour. Lorsqu'on utilise l'action de l'astronaute, de plus on va aller rayer une case dans la piste d'astronaute, qu'on ait utilisé l'action ou pas. Pour l'action du robot, on va ici aller placer un 8 à l'intérieur de la tour. Je peux le mettre juste au-dessus de mon 7. Et pour l'action de robot, on va aller construire une section du dôme. Donc le dôme est divisé en sections et on va essayer de les construire puisque chaque zone du dôme qui n'est pas construite va nous enlever des points à la fin de la partie. On doit commencer par construire les 2 sections de dôme qui sont adjacentes au sol, donc dans les 2 extrémités. Et ensuite, on peut construire les autres sections qui sont adjacentes et ainsi monter pour tenter de construire le dôme en entier. On voit que certaines sections du dôme ont seulement 1 point à chaque extrémité et que certaines ont 2 points à chaque extrémité. Ce qui va donner une restriction pour la construction des sections de dôme. Donc pour construire les sections à 2 points, comme la section qui est ici, on doit utiliser des chiffres pairs dans notre combinaison. Et pour construire les sections de dôme à seulement 1 point, on doit utiliser des chiffres impairs dans notre combinaison. Comme je viens de placer un 8, c'est un chiffre pair, donc je pourrais construire la section de dôme qui est ici et je vais donc faire un trait noir pour représenter qu'elle est construite. Donc la prochaine section de dôme que je devrais construire sera soit celle qui est là avec un chiffre impair ou celle qui est au début de l'autre côté aussi avec un chiffre impair. Pour l'action de planning, on va ici aller placer premièrement le numéro 9. Je vais le placer juste au-dessus de mon 8 dans cette tour. Et pour l'action de planning, je vais pouvoir aller placer un X sur une case, mais ça doit être une case qui est éligible, donc soit une case de départ ou une case qui est adjacente à une case déjà remplie. Donc je pourrais par exemple aller le placer ici pour remplir cette case. Par contre, on a aussi une pénalité en utilisant l'action de planning. Je vais devoir, tel qu'indiqué sur la feuille ici en rappel, je vais devoir scinder en 2 une portion du dôme qui n'est pas encore construite. Donc je pourrais placer un trait ici et j'ai maintenant 2 sections de dôme ici à construire avec des chiffres
paires. Une section de dôme peut seulement être divisée une seule fois. Et si jamais il n'y a plus de sections qui sont éligibles à être divisées, à ce moment-là, on peut faire l'action de planning sans pénalité. Pour l'action d'énergie, donc ici je vais aller placer un 1. Je vais le placer à cet endroit-là. Et l'action d'énergie me permet d'augmenter la valeur des échelles de scoring, soit des missions, soit des plantes et des réservoirs d'eau, soit de la piste d'astronautes, ou soit diminuer les pénalités des sections de dôme qui sont non construites. On va donc choisir un de ces éléments et on va aller rayer la première rangée, la plus petite, celle avec les plus petits nombres. Donc je pourrais augmenter, exemple, la valeur de mes missions. Je vais rayer cette rangée et maintenant leur valeur sera augmentée. Avec une autre action d'énergie, je pourrais rayer la première rangée en entier pour augmenter les valeurs des ressources dans la tour à ressources avec les plantes et les réservoirs d'eau. Avec une action d'énergie, je peux rayer la première ligne de score pour la piste des astronautes. Et pour une action d'énergie, je peux rayer la première case pour diminuer la pénalité des sections de dôme non construites. Dans cette aventure, on va sauter la phase 5 des péripéties puisqu'il n'y a pas d'événement à déclencher dans l'aventure du dôme. Pour les missions qu'on peut retrouver dans cette aventure, premièrement pour les missions A, celle-ci c'est d'avoir complété la partie du haut de 2 tours, donc la dernière case dans le haut, dans 2 tours pour pouvoir marquer les points. Pour le deuxième objectif A, c'est d'avoir complété une tour au complet pleine de numéros. Pour les objectifs B, celui-ci c'est d'avoir entouré les 3 symboles de ressources de la même rangée 2 fois. Et ici c'est d'avoir 2 symboles d'entourer 3 fois. Alors que les objectifs C, le premier c'est d'avoir construit toutes les sections du dôme sur notre feuille et l'autre c'est d'avoir placé 4 X à l'aide des actions de planning. Ce qui est particulier avec les missions dans l'aventure du dôme, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas de valeur de points de victoire qui sont associés aux cartes. Lorsqu'on va réussir une mission, si je suis le premier à la réussir, je vais encercler l'étoile dans ma feuille. Donc si je réussis la mission A, je vais encercler l'étoile ici sur ma feuille de score. Si je réussis la mission B et que je suis le deuxième à la réussir, à ce moment-là, je vais encercler le sceau qui est à la droite de l'icône de mission. Et les valeurs de mes missions seront déterminées à la fin de la partie dans le scoring, dépendamment comment j'ai réussi à améliorer la valeur de celle-ci avec l'action d'énergie. Pour la fin de la partie, c'est encore une fois selon les règles de base. Donc si un joueur réussit à faire les 3 missions, si un joueur réussit à remplir toutes les cases à numéroter sur sa feuille, ou si un joueur a coché les 3 cases de refus d'erreur sur sa feuille. Ça va déclencher la fin de la partie et on passe au décompte final des points. Premièrement, on va regarder les points pour les missions accomplies. Donc ici, j'ai réussi à augmenter la valeur 3 fois de mes missions. Donc une mission que j'ai réussi le premier va me donner 15 points et une mission que j'ai réussi en deuxième va me donner 9 points. Donc ma mission A, j'ai entouré l'étoile. Donc l'étoile, c'est quand je la réussis en premier. Donc ça va me donner un gros 15 points pour cette mission. Pour ma mission B, j'ai encerclé le saut, donc je l'ai terminé pas le premier. À ce moment-là, je vais juste faire la deuxième valeur de points qui est de 9 points. Ça fait un total de 24 pour mes 2 missions. Pour mes ressources de plantes et d'eau, je vais regarder dans la tour des ressources combien j'ai réussi à avoir d'étages que j'ai les 3 d'encerclés. Donc j'ai 3 étages avec les 3 d'encerclés. J'ai 2 étages avec les 2 d'encerclés et j'ai un étage avec un seul d'encerclé. Et chacun va avoir sa valeur de points selon comment j'ai augmenté la valeur de cette échelle avec l'action d'énergie. Donc pour ma ligne où j'en ai encerclé seulement un, elle vaut 3 points. Donc 1 fois 3, ça me fait 3 points. Par la suite, j'en ai 2 symboles 2 fois, donc ça fait 8 points x 2. Donc 8 x 2, ça me fait un total de 16. Et pour l'autre, j'ai 15 points x 3, ça fait un total de 45 points pour mes ressources. Ensuite, on va additionner les bonus qu'on a encerclés dans le haut des tours ainsi que dans le bas pour chacune des 4 tours. Donc ici, j'ai 10 plus 10 plus 10 plus 15 plus 12, ce qui me fait 57 points pour mes bonus de tour. Pour la piste des astronautes, on va regarder combien j'en ai coché. On va comparer avec les autres joueurs. Le joueur qui en a coché le plus va gagner la valeur la plus haute sur son échelle, dépendant où il est rendu. Et les autres joueurs vont gagner ici la deuxième position, qui va être de 4 points dans mon cas. Donc disons que je suis deuxième et je gagne seulement 4 points pour
cette échelle. Ensuite, on a les pénalités de points. On a deux choses qui nous donnent des pénalités de points. Premièrement, c'est chaque section du dôme qui n'a pas été construite. J'en ai deux qui ne sont pas construites dans le haut de mon dôme. Chacune est à -5, ce qui me fait un total de -10. Et pour les erreurs de système, donc ici j'ai la case la plus petite qui est visible, c'est -5. Donc j'ai -5 à cause de mes erreurs. Et on va additionner tout ça ensemble et ça me fait un score final de 134 points pour ma partie dans le dôme. Regardons maintenant l'aventure 6 qui s'intitule Le virus. On doit évacuer les quartiers habitables de notre base avant que les virus ne se propagent trop parmi les habitants. Dans cette aventure, la zone du haut de notre feuille représente les quartiers habitables qui sont divisés en 5 étages. Dans chacun des étages, on va retrouver 2 ou 3 quartiers de 5 habitations chacun, et les cases d'habitation seront les cases qu'on va numéroter tout au long de la partie. Chaque étage est considéré comme une zone, on devra donc respecter l'ordre croissant des numéros dans les habitations sur chacun des 5 étages. Dans la mise en place de cette aventure, les joueurs vont devoir choisir l'endroit où est placé le virus gris et chaque joueur peut choisir un endroit différent. Ils devront choisir un quartier qui a une icône de cible qui est vide parmi celles qui sont disponibles sur cette carte. Ils vont ensuite dessiner le virus gris à l'intérieur et ils vont ensuite entourer cette case pour montrer que ce virus est actif en début de partie. De plus, ils vont faire une propagation avec ce virus, c'est-à-dire qu'ils vont rayer une des cases d'habitation dans le quartier où il y a le virus gris. Donc, je pourrais rayer la case qui est là. Je ne pourrais pas inscrire de numéro à l'intérieur de celle-ci dans la partie. De plus, toutes les cases rayées qui sont infectées par les virus vont nous enlever un point de victoire à la fin de la partie dans le décompte final. En plus du virus gris, on remarque qu'il y a 5 autres icônes de virus sur les 5 quartiers qui sont au centre de notre feuille d'aventure. Ces virus sont associés à différentes couleurs et deviendront actifs pendant la partie si les joueurs encerclent les cases d'activation de ces virus sur les différentes pistes ou sur les cartes d'objectifs. Si les joueurs ne sont pas en mesure de placer un des 3 numéros dans les combinaisons disponibles, à ce moment-là, ils devront rayer une case d'erreur système dans la piste d'erreur système. Et on voit que les 2e et 3e cases ont aussi un symbole de propagation, dont on vous expliquera son effet dans la phase 5 des péripéties un peu plus tard. Regardons maintenant l'effet des 6 actions dans cette aventure. Commençons avec l'action d'énergie. Je vais d'abord aller placer le numéro 9 dans une des cases habitables. Et ensuite, je vais encercler un symbole d'énergie sur le quartier où je viens de placer ce numéro. Donc ici, je vais encercler le 2e symbole d'énergie, puisqu'on remarque que le premier symbole d'énergie dans chacun des quartiers est déjà encerclé et actif. Plus on va encercler de symboles d'énergie dans un quartier, plus il va scorer des points lorsqu'il sera complété, c'est-à-dire que toutes les cases seront numérotées ou rayées à l'intérieur de celui-ci. Pour l'action du robot, donc ici on va aller placer notre numéro 10, tiens, je vais aller le placer à côté de mon 9. Et pour l'action de robot, elle va me permettre de fermer une passerelle, puisqu'on remarque que les différents quartiers sont reliés aux autres quartiers par des passerelles sur la carte d'aventure. Et les virus pourront se propager à l'aide de ces passerelles dans les quartiers adjacents, si jamais il n'y a plus de cases à infecter dans le quartier où ils se trouvent. On devra donc utiliser l'action des robots pour condamner des passerelles et éviter la propagation des virus. Alors avec mon action, je pourrais barrer la passerelle qui est ici, ce qui permettrait au virus, en fait, ce qui va bloquer le virus, qui ne pourra pas se propager dans son quartier voisin, puisque cette passerelle est maintenant considérée fermée pour le reste de la partie. Pour l'action des plantes, donc ici je vais aller placer mon numéro 7, disons que je vais le placer ici, et je vais pouvoir encercler une icône de plante dans le quartier où j'ai placé mon numéro, et ensuite je vais aller barrer, rayer une icône de plante dans l'échelle de score des plantes. On va toujours commencer avec la rangée la plus haute et on va rayer les symboles de gauche à droite. La prochaine fois que je ferai l'action de plante, je vais rayer le 2e symbole, ce qui va m'avoir fait terminer la première rangée. Et lorsqu'une rangée est terminée, on va rayer l'icône de score, ce qui va augmenter le nombre de points à la fin de la partie qu'on va scorer pour les plantes. Et ça va aussi nous donner une action de robot bonus qu'on devra faire instantanément. Donc je vais rayer l'action robot et je vais aller condamner une passerelle. Donc je pourrais condamner la passerelle qui est ici pour essayer de confiner notre virus gris.
Si un joueur gagne des plantes et qu'il se rend à la 5e plante, donc la première plante de la 3e rangée, elle est associée au virus vert. Donc à ce moment-là, on va encercler le virus vert. Il va devenir actif sur les feuilles de tous les joueurs et tous les joueurs pourront rayer l'icône du virus vert puisqu'il peut seulement s'activer une fois dans la partie. Et il va aussi déclencher une propagation qu'on vous expliquera un peu plus tard dans la phase 5 des péripéties. Si on accumule beaucoup de plantes, on pourra aussi se rendre aux plantes qui sont reliées au symbole de propagation. Ce sont des propagations qui affecteront seulement nos adversaires lorsqu'on va réussir à se rendre à ces symboles-là. Lorsqu'on va les activer, les autres joueurs vont les rayer de leurs feuilles, donc ils peuvent seulement être activés une seule fois. Et ils vont aussi s'activer dans la phase 5 des péripéties, qu'on vous expliquera un peu plus tard. Si plusieurs joueurs atteignent un symbole propagation dans l'échelle des plantes au même tour de jeu, à ce moment-là, ces joueurs seront protégés de la propagation et leurs autres adversaires vont subir l'effet de la propagation une seule fois. Pour l'action de l'eau, elle fonctionne sensiblement de la même façon que l'action des plantes. Donc, si je réussis à placer mon 12 dans un endroit où il y a un réservoir, donc si je le mets ici par exemple, on voit qu'il y a un réservoir d'eau juste au-dessus. Je vais pouvoir encercler le réservoir d'eau et ça va me permettre d'aller rayer un symbole d'eau dans l'échelle de score de l'eau qui fonctionne un peu de la même façon que celle des plantes. La prochaine fois que je vais réussir à encercler un réservoir d'eau et que je vais gagner un deuxième icône d'eau, je vais terminer la première rangée, ce qui va me permettre d'aller rayer la case du plus petit score pour augmenter la valeur de points total de l'eau à la fin de la partie. Et on va aussi gagner immédiatement un symbole bonus d'énergie qu'on va devoir dépenser immédiatement pour encercler un symbole d'énergie n'importe où sur notre carte dans un quartier qui est non achevé. Donc on ne peut pas le faire dans un quartier qui est déjà achevé, qui a eu tous ses numéros de remplis ou de rayés. Donc je pourrais décider d'aller encercler le 3e symbole d'énergie dans ce quartier. Et comme pour l'échelle des plantes, on peut activer le virus bleu dans l'échelle de l'eau, donc il va fonctionner de la même façon que les autres virus. Et on a aussi 2 symboles de propagation sur nos adversaires qu'on peut aller encercler si on avance assez vite sur cette échelle. Pour l'action de l'astronaute, comme d'habitude, on peut modifier la valeur de notre numéro de plus ou moins 1 ou de plus ou moins 2, ou on peut le laisser le numéro identique. Je vais décider de le garder pour aller placer ici un beau 8 dans ce quartier. Et lorsqu'on utilise l'action de l'astronaute, on va aller rayer la première case dans la piste d'astronaute dans le haut de notre feuille aventure. Et la prochaine fois que je vais faire l'action, je vais terminer la première rangée, ce qui va me donner accès à un joker. Et les jokers peuvent être utilisés pour remplacer l'action de notre combinaison pour un tour de jeu. Donc je vais les encercler quand je les gagne et quand je vais les utiliser, je vais tout simplement les rayer. Pour l'action de planning, on va placer le numéro. Donc si j'ai le numéro 1, je pourrais le mettre ici par exemple. Et l'action de planning nous permet d'aller placer un X dans n'importe quelle case d'habitation sur notre feuille d'aventure. Donc je pourrais placer un X ici, ce qui me permettrait de terminer ce quartier. Lorsqu'on fait l'action de planning, on va aussi aller rayer la première case de planning dans l'échelle des plannings qui peut aussi nous donner accès à des jokers. On passe ensuite à la phase 5 qui sont les péripéties et dans cette aventure, il y en a beaucoup qui peuvent arriver. On peut avoir 2 sortes de péripéties. Premièrement, c'est là qu'on va résoudre toutes les propagations de virus actifs et c'est aussi là qu'on va procéder à l'évacuation des quartiers qui sont complets. Donc des quartiers que toutes les cases ont été remplies par des numéros, des X ou bien des cases rayées infectées. Disons que pour mon exemple, un joueur a terminé l'objectif B, ce qui fait qu'on va activer le virus mauve. Donc on va rayer l'activation du virus mauve et on va aller l'encercler sur notre feuille pour montrer qu'il est actif. Et un joueur a aussi activé le virus vert dans le même tour de jeu. Donc je vais pouvoir le rayer de ma feuille et je vais activer le virus vert. On a donc 3 virus qui seront actifs. Le vert, le mauve qui vient de s'activer à ce tour-là et on avait notre gris qui est actif depuis le début de la partie. Lorsqu'on active un virus, cela va causer une propagation de tous les virus actifs dans la phase de péripétie. Lorsqu'on fait une propagation, on va commencer par faire la propagation en activant les virus qui sont les plus hauts dans notre feuille, donc les virus du premier étage, on n'en a pas d'actifs. On va ensuite regarder les virus du 2e étage, j'ai mon virus vert. Si un virus est dans un quartier qui a encore des cases libres, à ce moment-là, il va infecter une case d'habitation libre et le joueur pourra rayer une case à son choix dans ce quartier.
Ensuite, dans le prochain étage, j'ai activé le virus mauve. On voit que le quartier du virus mauve est complet, donc il ne peut pas infecter une case dans ce quartier. À ce moment-là, il va se propager dans tous les quartiers adjacents en suivant les passerelles qui ne sont pas bloquées par des robots. Donc la passerelle qui est ici est bloquée, celle-là aussi, et j'en ai bloqué une troisième qui est celle-ci. Mais il y en a quand même 3 qui ne sont pas bloquées, donc il va se propager par cette passerelle-là. Donc je vais rayer une case dans ce quartier. Il va se propager par la passerelle qui est ici, donc je vais aller rayer une case dans le quartier à côté. Et on a aussi la passerelle qui est là, qui l'amène au quartier qui est en bas, donc il a quand même infecté 3 autres quartiers avec sa propagation. Lorsqu'on fait une propagation, si jamais le virus se propage dans un quartier adjacent et que le quartier adjacent est déjà plein, à ce moment-là, la propagation n'a pas lieu et il n'ira pas plus loin. Et il me reste à activer mon virus gris en bas qui va rayer le dernier quartier dans lequel il se trouve. Donc ça, c'était la première propagation, mais comme on a activé 2 virus dans ce tour-là, on va devoir faire une deuxième vague de propagation. Donc on va recommencer l'exercice. Le virus vert s'active en premier, je vais rayer quelque chose dans son quartier. Le virus mauve s'active en deuxième, encore une fois, son quartier est plein, donc il se propage dans tous les quartiers adjacents qui n'avaient pas été bloqués par les robots. Donc on va rayer une case dans le quartier qui est là, une dans le quartier qui est ici et une dans le quartier qui est en bas. Je vais garder ma case avec un réservoir d'eau au cas où on arrive à l'encercler. Et pour mon virus gris, son quartier est maintenant plein. Il va se propager dans les 3 quartiers auxquels il est adjacent des passerelles, mais j'en ai 2 qui sont bloqués. Donc il va seulement se propager dans le quartier du haut et je vais rayer une case dans celui-ci. En plus de l'activation d'un nouveau virus, il y a 2 autres moyens de causer des propagations. Si jamais un joueur a encerclé les cases de propagation dans l'échelle des plantes ou l'échelle de l'eau, à ce moment-là, il va causer une propagation seulement à tous ses adversaires. Donc le joueur qui l'a activé ne la subira pas. Alors que les symboles de propagation qui sont dans l'échelle des erreurs système sont des propagations qui vont affecter seulement notre feuille à nous. Donc à chaque fois qu'on va cocher un de ces 2 symboles-là sur les 2 dernières erreurs, on va faire une propagation sur notre feuille dans la phase de péripéties. Une fois qu'on a réglé les propagations, on a un deuxième événement qui va arriver dans les péripéties, c'est l'évacuation des quartiers qui sont complétés. On voit ici qu'après mes propagations, j'ai 2 quartiers qui sont complétés, donc je vais procéder à l'évacuation de ceux-ci. En les évacuant, on va aussi scorer immédiatement les points pour ces quartiers selon le nombre de cases qu'on a réussi à numéroter et le nombre de symboles énergie qu'on a réussi à entourer. En fait, on va multiplier les 2. Donc, dans mon quartier ici en bas, j'ai 3 cases numérotées et j'ai encerclé 2 symboles d'énergie, donc 3 fois 2, ce qui me fait un total de 6 points. Donc, on va pouvoir le transcrire dans les cases appropriées des quartiers sur la feuille de score. Et pour montrer que ce quartier a déjà été scoré, on va tout simplement l'encadrer avec notre crayon. Et j'ai un autre quartier qui est prêt à être évacué. Dans celui-là, j'ai placé 5 numéros, donc les X comptent comme des cases avec un numéro. Et j'ai encerclé les 3 symboles d'énergie, donc 3 fois 15, ce qui fait un beau 15 points pour ce quartier qui est ici au milieu. Et pour dire que je l'ai scoré, je vais aussi l'encadrer avec mon crayon. Regardons les types de missions qu'on peut retrouver dans cette aventure. Premièrement, avec les objectifs A. Pour le premier ici, c'est d'avoir évacué 2 quartiers à l'intérieur de notre feuille d'aventure. Alors que le deuxième objectif A, c'est d'avoir évacué tous les quartiers du même étage. Pour les objectifs B, le premier ici est de confiner le virus vert et le virus bleu, c'est-à-dire qu'il faut fermer toutes les passerelles sur les étages où se trouvent ces 2 virus. Alors que le deuxième modèle d'objectif B est de confiner 3 quartiers, n'importe lesquels, donc de fermer toutes les passerelles de 3 de nos quartiers sur notre feuille. Et pour les objectifs C, celui-ci c'est d'avoir encerclé tous les symboles d'énergie de 2 étages au complet, et celui-ci est d'encercler tous les symboles de plantes et d'eau de 2 étages. La première fois qu'un joueur réussit un des 3 objectifs, on voit qu'il y a les symboles des virus jaunes, mauves et rouges qui sont aussi indiqués sur notre feuille d'aventure. Donc ça va activer le virus en question lorsque quelqu'un réussit cet objectif. Comme les missions se font dans la phase 6, après qu'on ait fait la propagation, donc si un joueur termine une mission et active un virus, on va refaire une phase de péripétie pour pouvoir activer ce virus et faire la propagation.
La fin de partie sera déclenchée par les 3 conditions de base. Donc, si un joueur réussit à faire les 3 missions, si un joueur réussit à remplir toutes les cases de sa feuille, soit avec des chiffres, des X ou des cases infectées, ou si un joueur a coché les 3 cases de sa piste d'erreur système, ça va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. Premièrement, je vais additionner tous les points des missions que j'ai réussi à accomplir. J'ai seulement fait la mission A pour 8 points, donc ça me fait 8 points pour mes missions. Pour les plantes, on va tout simplement marquer le nombre qui est le plus petit visible. Donc ici, dans mon échelle des plantes, ce serait 10 points. Et pour mes réservoirs d'eau, j'ai tous coché les réservoirs d'eau. Donc ça va me faire un gros 80 points. Pour les quartiers qui n'ont pas encore été évacués, on va quand même les scorer avec les résultats qu'on a à la fin de la partie. Donc le quartier qui est ici, j'ai 3 numéros, j'ai 2 énergies, donc 3 x 2, ça me fait 6 pour celui-ci. Et même chose pour celui-là, j'ai 3 numéros, j'ai 2 énergies, donc ça me fait un autre 6 points. Pour mon quartier qui est là, j'ai un seul numéro et un seul symbole d'énergie, donc 1 x 1, ça fait seulement 1 point. Et pour celui-là, j'ai 2 numéros x 2 énergies, ce qui va faire 4 points. On va ensuite additionner toutes les valeurs pour nos quartiers, ce qui me donne un total de 67 points pour mes quartiers. Ensuite, on passe aux pénalités de points. Premièrement, ce sont toutes les cases infectées sur notre feuille. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, chacune vaut moins 1 point. Donc, ça me fait moins 19 pour mes cases infectées. Et pour la piste des erreurs système, c'est le plus petit chiffre visible. Donc, ici, j'ai seulement coché une erreur. Donc, je vais avoir moins 5. Ce qui me fait un total de 141 points pour ma partie dans l'aventure Le Virus. L'aventure numéro 7 s'intitule La Fuite. Dans celle-ci, on devra préparer les vaisseaux d'évacuation pour s'en aller de la Lune et rentrer dans le vortex pour aller découvrir des nouvelles planètes habitables. Sur cette carte aventure, on retrouve 6 vaisseaux qui sont représentés par les 6 rangées sur notre feuille d'aventure. Chaque vaisseau est constitué de 2 ou 3 modules d'habitation, en plus d'un module de serre. Et ce sont dans les cases de chaque vaisseau qu'on va placer les numéros pendant la partie. Et on devra respecter l'ordre croissant des numéros à l'intérieur de chacun des vaisseaux. Les différents modules à l'intérieur d'un vaisseau sont séparés par des sas ainsi que les emplacements entre 2 vaisseaux. Les sas sont tous fermés au début de la partie et on devra prendre l'action de robot pour les ouvrir, ce qui va nous donner accès à de nouvelles zones pour pouvoir y placer nos numéros. Donc, au début de l'aventure, on peut seulement placer des numéros dans le vaisseau du bas, puisque c'est le seul où les sas commencent ouverts, donc avec les 2 qui sont dans le bas de notre feuille d'aventure. Et en ouvrant les autres sas, on va pouvoir avoir accès aux modules que ça va nous débarrer et on devra avancer en ouvrant des sas pour avoir de plus en plus accès à des modules ou à des serres pour les utiliser pour placer nos numéros. De plus, certaines cases possèdent une icône de robot, donc si je place un numéro dans cette case, je vais immédiatement gagner l'action bonus du robot, ce qui va me permettre d'ouvrir un sas. Pour les emplacements dans les serres, on voit qu'il y a des icônes de plantes à l'intérieur de chacune des serres et que dans certaines serres, on a déjà des icônes qui sont encerclées au début de la partie. Et on retrouve aussi un multiplicateur de x2 à l'intérieur de chacune des serres. Le premier joueur à placer son numéro à l'intérieur d'une serre va encercler le multiplicateur de x2 et tous les autres joueurs devront le rayer de leur feuille. Si plusieurs joueurs l'atteignent au même tour de jeu, à ce moment-là, tous ces joueurs pourront encercler le multiplicateur. Et si jamais on ne peut pas placer aucun numéro des 3 combinaisons offertes, on devra aller cocher la première case de la piste d'erreur système. Et on voit que les 2 premières cases de cette piste vont nous donner aussi un bonus de robot qui nous permettra de débarrer un sas. Regardons maintenant les 6 actions qu'on retrouve dans cette aventure, en commençant par l'action des robots qu'on vous a déjà un peu parlé. Je vais donc aller placer mon numéro 7 avant de faire mon action. J'ai seulement accès aux 2 modules qui sont dans le vaisseau du bas au début de la partie, puisque c'est là que les 2 sas initiaux sont ouverts. Je n'ai même pas accès à la serre de ce vaisseau, puisque les 2 sas autour sont encore fermés. Donc, je vais placer mon numéro 7 à cet emplacement et par la suite, je vais aller faire l'action de robot qui me permet d'ouvrir un sas. Donc, je dois partir d'un module ou d'une serre qui est déjà atteinte pour pouvoir ouvrir un sas et ainsi me frayer un chemin. Donc, je pourrais décider d'ouvrir le sas qui est ici et maintenant, je vais avoir accès à ce module pour pouvoir y placer des numéros. Pour l'action de l'eau,
Donc ici, je vais aller placer le numéro 10. Je peux le placer dans le module qui est ici, dans celui-là ou celui que j'ai maintenant débarré en ouvrant le SAS. Je vais aller le placer ici. Donc si je place mon numéro avec l'action de l'eau à un endroit où il y a un réservoir, je vais pouvoir l'encercler. Et ce réservoir va multiplier par 2 la valeur des points de ce module à la fin de la partie. Pour l'action des plantes, ici je vais aller placer un 1. Je vais le placer sur l'emplacement qui est là et il y a une icône de robot, donc ça me donne immédiatement accès à l'action de robot. Je vais déverrouiller tout simplement le SAS qui est juste au-dessus pour avoir maintenant accès à ce module. Et ensuite je vais faire mon action de plante. Je vais tout simplement aller encercler un icône de plante dans le vaisseau où je viens de placer ce numéro, que la serre soit accessible ou non avec les SAS. Pour l'action d'énergie, ici je vais aller placer le numéro 8. Je vais décider de le placer à cet endroit-là. Et par la suite, je vais aller encercler un réacteur dans le vaisseau où je viens de placer mon numéro. On remarque que dans certains vaisseaux, il y a déjà des réacteurs d'encercler, donc on n'aura pas besoin de les faire pendant la partie. Et plus on va encercler de réacteurs dans un vaisseau, ça va augmenter la valeur des points de victoire des modules de celui-ci à la fin de la partie. Pour l'action de planning, donc ici je vais aller placer le numéro 12, je vais aller le placer au bout de ce vaisseau et je couvre une icône de robot. Je vais donc aller ouvrir le SAS qui est ici, ce qui va me donner accès à ce module dorénavant. Et pour l'action de planning, on va aller faire un X dans une des cases qui est accessible, donc dans un module ou une serre qu'on a déverrouillée. Donc je pourrais aller le placer ici par exemple. De plus, lorsqu'on fait l'action de planning, on va aller rayer la case au plus petit nombre dans l'échelle des plannings qui seront des pénalités de points à la fin de la partie. Et pour l'action de l'astronaute, comme d'habitude, on peut modifier la valeur du numéro de notre combinaison de plus ou moins 1, plus ou moins 2, ou on peut le laisser tel quel. Donc je décide de garder mon 9 et je vais aller le placer à cet endroit dans mes vaisseaux. Et par la suite, je vais aller rayer la première case de la piste d'astronaute à droite de notre feuille. Et lorsque j'aurai fait l'action d'astronaute 2 fois pendant la partie, je vais déverrouiller un joker et je pourrai l'utiliser dans un tour suivant en le rayant pour pouvoir remplacer mon action dans ma combinaison par n'importe quel des 6. Dans cette aventure, on va passer la phase 5 puisqu'il n'y a pas d'événement qui se déclenche dans la phase de péripétie. Pour les types de missions qu'on retrouve dans cette aventure, pour la mission A, ici c'est d'avoir encerclé les 3 symboles de plantes dans 3 serres. Et le deuxième objectif A est d'avoir encerclé les 3 plantes dans le vaisseau de la rangée du haut, donc la serre qui est en haut ici de notre feuille d'aventure. Pour les objectifs B, le premier ici c'est d'avoir complété 7 modules, donc d'avoir rempli 7 modules au complet avec des numéros ou des X. Et le deuxième objectif B c'est d'avoir complété 3 vaisseaux au complet avec des numéros. Ensuite, les objectifs C. Le premier, c'est d'avoir encerclé les réacteurs, les 3 réacteurs de 3 vaisseaux. Et celui-là, c'est d'avoir encerclé tous les réservoirs d'eau de 3 vaisseaux. La fin de la partie va se déclencher avec les 3 règles de base, c'est-à-dire que si un joueur réussit à terminer les 3 missions, qu'un joueur réussit à remplir toutes les cases de tous ses vaisseaux sur sa feuille d'aventure, ou qu'un joueur a rayé les 3 cases de sa piste d'erreur système, ça va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. Premièrement, on va scorer des points pour les missions complétées. Donc ici, j'ai réussi la mission B seulement. Donc ça fait 9 points pour mes missions. On va ensuite regarder les serres dans lesquelles on a encerclé des plantes et qui sont numérotées, puisqu'une serre qui n'est pas numérotée et qu'on a encerclé des plantes ne vaut aucun point. Si on a encerclé une plante dans une serre numérotée, elle vaut 2 points. Si on a encerclé 2 plantes, elle vaut 4 points. Et si on a encerclé les 3 plantes, elle vaut 7 points. De plus, si on a le multiplicateur de x2, on va multiplier par 2 la valeur de la serre. On voit que les vaisseaux ont un devant qui est différent, qu'on peut les identifier. Donc ici, c'est le vaisseau qui est le plus en haut ici. Donc ici, j'ai la serre avec un numéro et j'ai 2 fleurs, 2 plantes plutôt d'encercler. Donc ça vaut 4 points, mais j'ai le multiplicateur, donc ça me fait 8 points pour cette serre. Ensuite, je n'ai rien dans les autres serres, à part les 2 derniers vaisseaux. Donc l'avant-dernier ici, j'en ai 2 aussi, mais je n'ai pas de multiplicateur, donc ça va faire 4 points. Et pour le dernier vaisseau en bas, j'ai encerclé les 3 et j'ai le multiplicateur, donc 7 x 2, ce qui fait 14 points pour cette serre. Donc ça me fait un total ici de 8 pour ces 2 vaisseaux-là. Et ici, ça me fait un total de 18.
On va ensuite marquer des points pour les modules d'habitation qui sont complétés seulement, donc ceux dont toutes les cases ont été remplies. Donc par exemple, ce module-là, puisqu'il reste une case vide, il ne vaut aucun point. Comment ils vont marquer des points? C'est selon le nombre de réacteurs qui sont encerclés dans le vaisseau auquel ils appartiennent. Donc si j'ai un module plein avec un vaisseau qui a un réacteur, il valent 2 points. Un module plein avec un vaisseau où j'ai encerclé 2 réacteurs, 4 points. Et un module plein avec un vaisseau que j'ai encerclé les 3 réacteurs, ça vaut 7 points. De plus, si j'ai encerclé le réservoir d'eau dans ce module, je vais multiplier les points du module par 2. Regardons le vaisseau du bas. Donc, j'ai complété les 2 modules et j'ai encerclé les 3 réacteurs. Donc, mes 2 modules valent 7 points chacun. Mais dans celui-là, j'ai encerclé le réservoir. Donc, celui-là vaut x2. Donc, lui vaut 14 points et lui vaut 7. Ce qui fait un total de 21 points pour ces 2 modules. Pour mon deuxième vaisseau, j'ai un module qui est incomplet, donc lui ne vaut aucun point, même si j'ai le réservoir d'encerclé. Le module qui est là est complet, je n'ai pas le réservoir, j'ai 2 réacteurs d'encerclé, donc il vaut 4 points. Et celui-ci, j'ai 2 réacteurs d'encerclé, il vaut aussi 4 points, mais j'ai le réservoir d'eau, donc il vaut x2. Donc celui-là vaut 8 et celui-là vaut 4. Donc ça fait un total de 12 points pour ces 2 modules. Pour mon troisième vaisseau, j'ai seulement un module de complété, j'ai seulement un réacteur d'encerclé, donc ce module vaut 2 points, mais j'ai mon réservoir d'eau, donc il vaut le double, donc 2 x 2, ça fait un total de 4 points pour ce module. Dans le vaisseau suivant, j'ai la même chose, j'ai un seul réacteur, j'ai seulement un module déterminé, et je n'ai pas le réservoir d'eau, donc ça me fait seulement 2 points pour ce module. Pour l'avant-dernier vaisseau, j'ai complété un seul module. Donc, il y a des modules qui prennent seulement 2 numéros. J'ai encerclé 2 réacteurs. Donc, ce module vaut 4 points. J'ai le réservoir d'eau. Donc, il vaut x2. Donc, 4 x 2, ce qui fait un total de 8 points pour ce module. Et pour mon vaisseau d'en haut, j'ai complété les 2 modules. J'ai les 3 réacteurs. Donc, chacun des modules vaut 7 points. Celui-là, j'ai le réservoir d'eau. Donc, il vaut 7 x 2. Il vaut 14. Donc, lui vaut 14. Lui vaut 7. Ce qui fait aussi 21 points pour ces 2 modules. Et on peut faire des sous-totaux. Donc ici, j'ai 21 plus 8, ça fait 29 pour ces 2 modules. Ici, j'ai 4 plus 6, 4 plus 2 plutôt, ce qui fait 6. Et celui-là, j'ai 12 plus 21, ce qui fait 33 points. On va ensuite enregistrer les pénalités de points pour la piste des plannings avec le plus petit chiffre visible. Donc ici, c'est le 3. Ça me fait donc moins 3. Et même chose pour la piste des refus système, des erreurs système plutôt. Donc je n'ai encerclé aucune case, donc à ce moment-là, je n'ai pas de pénalité. Et on va additionner nos scores ensemble, moins nos pénalités. Ça me fait un score total de 100 points pour ma partie avec l'aventure 7, la fuite. Et maintenant, passons à l'aventure numéro 8 qui s'intitule L'affrontement. On a découvert un nouveau système solaire avec des planètes habitables et on va tenter de se disputer le contrôle de ces planètes. C'est une aventure qui est très particulière puisqu'on va jouer cette aventure sur 2 feuilles en alternance avec nos 2 voisins de gauche et de droite. Donc si on joue à 2 joueurs, on va tout simplement coller les 2 feuilles au centre de la table et on va asseoir un joueur de chaque côté. Les joueurs doivent placer les feuilles de façon à ce que la ceinture d'astéroïdes soit vers le milieu. Donc les 2 ceintures vont être une en face des autres et qu'on ait l'emplacement avec les 3 missions qui soient à gauche de nous. Donc de ce côté-là pour le joueur qui est de ce côté-là de la table et de l'autre côté pour le joueur qui est en face. À la fin de la partie, les joueurs vont scorer les points sur les 2 feuilles. Donc ils vont additionner les points qu'ils ont marqués sur chacune des feuilles pour faire leur score final. Dans cette aventure, les joueurs n'inscriront pas des numéros dans les cases comparativement à toutes les autres, mais vont plutôt aller placer l'insigne de leur faction. Donc on va chacun se choisir en début de partie un insigne qui va être différent de celui de nos 2 voisins. Les insignes peuvent être tout simplement des formes géométriques ou un symbole qu'on a de la facilité à dessiner. Chaque joueur va inscrire son insigne sur les 2 feuilles dans la partie formée par le vaisseau dans le bas de la feuille. Donc le joueur de ce côté-ci de la table pourrait prendre comme insigne un cercle et le joueur qui est de l'autre côté, lui, pourrait prendre le triangle. On va remettre la carte du capitaine à un joueur et c'est lui qui sera en charge de la déplacer pour savoir sur laquelle des 2 cartes on est rendu à jouer.
Et il va la placer vis-à-vis la carte qui est à sa gauche et on va jouer chacun sur la carte qui est à notre gauche au début de la partie. Et par la suite, lorsque le tour sera terminé, il va changer la carte de côté. Donc le deuxième tour, on va jouer sur la carte qui est à notre droite et le troisième tour, on va revenir jouer sur la carte qui est à notre gauche et on va alterner d'un tour à l'autre comme ceci. Donc il n'y aura jamais deux joueurs qui vont jouer sur la même carte au même tour de jeu. Comme on ne place pas de numéros dans cette aventure, évidemment, on n'a aucun ordre croissant à respecter puisqu'il n'y a pas de numéro. On va tout simplement placer sur les différentes planètes nos insignes et on va toujours devoir commencer par la case qui est en rouge, qui est dessinée comme étant la première case d'une planète et on va devoir suivre l'ordre des cases une par une pour les remplir. Les planètes sont associées à des numéros. Donc ici, la planète verte, si j'ai un numéro 1, 2 ou 3, je peux aller me placer mon insigne sur cette planète. Celle-ci, c'est 3, 4, 5. Celle-ci, 5, 6, 7. 7, 8, 9 pour cette planète. 9, 10, 11 pour celle-là. 11, 12, 13 pour la planète bleue ici. Et 13, 14, 15 pour la planète qui est ici en bas. Donc, pour placer mon numéro 7, je pourrais décider d'aller placer mon insigne sur cette planète et je vais aller placer mon insigne dans la première case. Donc, ici, je suis le joueur du triangle qui joue sur cette feuille au premier tour de jeu. Certaines cases qu'on remplit avec nos insignes ont des bonus. Donc, on en a qui ont des symboles de robots, il y en a qui ont des symboles de plantes et il y en a qui ont des symboles d'eau, ce qui va nous donner des actions bonus si on place notre insigne dans cette case. Et on vous expliquera les bonus en même temps qu'on va expliquer les actions qui sont associées à chacun de ceux-ci. Si jamais je place mon insigne sur une planète et que toutes les cases sont remplies, on va se disputer le contrôle de cette planète. Par exemple, si au tour suivant, l'autre joueur vient placer son insigne ici, moi à mon tour, je vais aller en placer un, lui en place un autre, et si je finis avec la dernière case en plaçant mon insigne, toutes les cases de cette planète sont remplies. On va donc regarder l'insigne qui revient le plus souvent. Donc ici, il y a 3 triangles et 2 cercles. Ce serait donc le joueur qui a un triangle qui va gagner le contrôle de la planète. À ce moment-là, on va aller dessiner son insigne sur le drapeau qui est associé à sa planète pour indiquer qu'il en a fait la conquête. Et on va aussi encercler la planète pour montrer que son contrôle est déjà donné à un des joueurs. Il se peut qu'avec l'action de planning, les joueurs aient placé leurs insignes sur la Lune qui est associée à cette planète. Donc les insignes sur la Lune seront aussi comptabilisés pour le contrôle. Donc si le joueur rond avait un insigne sur la Lune, à ce moment-là, on est à 3 contre 3. Donc pour savoir qui a le contrôle, à ce moment-là, c'est une égalité et les deux joueurs seront considérés comme avoir le contrôle de la planète. On va donc mettre les deux symboles sur le drapeau. Et les planètes qui sont sous notre contrôle à la fin de la partie vont marquer des points selon la couleur de la planète et comment on a réussi à améliorer le score dans la piste de score des planètes de chacune des feuilles. Regardons les 6 actions disponibles dans cette aventure en commençant avec l'action des plantes. Donc ici, je vais aller placer mon 7. En fait, je vais aller placer mon insigne dans une planète qui peut accueillir un 7. Je vais aller sur la planète qui est ici. Je vais aller placer mon insigne du triangle sur la première case. On voit que la première case avait une icône de plante. Donc je vais gagner cette icône en premier. Lorsqu'on gagne une icône bonus de plante sur une planète, on va simplement aller rayer la première case plante dans l'échelle de score. Et plus on va enrayer, plus on va faire de points à la fin de la partie. Et maintenant, je vais aller faire mon action de plante de mon symbole. Lorsqu'on fait l'action de plante, à l'endroit où on vient de placer notre insigne, on va aller rayer un symbole de plante sur la planète, s'il y en a un de disponible. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, on ne peut pas faire l'action de plante. Et après l'avoir rayé sur la planète, on va pouvoir aller rayer la plus petite case de la piste de score des plantes. Pour l'action de l'eau, elle fonctionne sensiblement de la même façon que l'action des plantes, mais avec sa piste de score à elle. Donc ici, je vais aller placer mon insigne sur une planète qui peut accueillir un 9. Je vais aller le placer ici, donc c'est le joueur avec le cercle, le tour suivant. Et par la suite, pour faire l'action de l'eau, je vais aller rayer le symbole d'eau de cette planète. Il doit en avoir un de disponible pour pouvoir faire l'action, ce qui va me donner le droit d'aller rayer la plus petite case de score de l'échelle de l'eau. Si je gagne un symbole bonus d'eau en plaçant mon insigne dans une case qui a un symbole d'eau, à ce moment-là, on va seulement le rayer sur la piste de score. On n'a pas à le rayer sur la planète. Même principe que les plantes.
Pour l'action du robot, donc ici je vais aller placer mon insigne dans une planète qui peut accueillir le chiffre 1, il y a seulement la planète qui est ici, donc je vais aller placer le triangle dans la première case et l'action de robot va me permettre d'aller placer mon insigne sur la première case de la piste d'astéroïdes et le joueur va toujours commencer de son côté de la table et ensuite progresser vers le centre, donc les deux joueurs vont se disputer les meilleurs bonus qui sont au milieu de la piste d'astéroïdes. Si on aurait une case qui a un ou plusieurs bonus, on va exécuter ces bonus immédiatement. On peut par exemple avoir des bonus de plantes, des bonus d'eau, ou ici on peut avoir un bonus d'eau et un bonus d'énergie. Ici 2 bonus d'énergie et celui-là 2 bonus de planning qui en plus de faire l'action de planning, on n'ira pas rayer des cases dans l'échelle de planning, donc ce sont des actions de planning sans pénalité. Et si jamais on place notre insigne dans une case où il y a une icône robot, on va gagner immédiatement une action de robot, donc on va aller placer notre insigne dans le prochain astéroïde et gagner son bonus s'il y en a un. Si jamais toutes les cases d'astéroïdes ont été réclamées par les deux joueurs, à ce moment-là, on ne peut plus exécuter l'action de robot sur cette feuille. Pour l'action de l'énergie, donc ici je vais aller placer mon insigne sur une planète qui peut accueillir un 8, disons que je vais aller sur la planète qui est là avec le cercle, et ensuite pour le symbole d'énergie, je vais aller rayer la plus petite case de scoring de une de mes 3 échelles de planètes, donc on a les planètes vertes, les planètes bleues et les planètes grises qui sont associées aux différentes planètes de cette carte d'aventure, donc ici je pourrais par exemple améliorer le score pour les planètes bleues, ça va seulement affecter les planètes qui sont sur cette feuille, donc chaque feuille va avoir sa propre échelle de score pour chaque joueur. Et pour l'action de planning, donc ici je vais aller placer mon insigne sur une planète qui peut accueillir le numéro 12, je vais la placer ici avec l'insigne du triangle. Et pour l'action de planning, je vais pouvoir placer mon insigne sur une des lunes d'une planète qui n'a pas encore donné son contrôle, donc la planète qui est encerclée, je ne peux pas aller placer mon insigne sur cette lune, donc je pourrais décider de le placer sur cette lune. Chaque lune a 2 emplacements pour accueillir un insigne et ça peut être 2 fois celui du même joueur. Par contre, à chaque fois qu'on fait l'action de planning, on va aller rayer la plus petite case de pénalité de l'échelle de planning, à moins que ce soit des actions de planning qui viennent des 2 bonus aux astéroïdes du centre. À ce moment-là, on n'ira pas rayer sur l'échelle de pénalité. Pour l'action de l'astronaute, comme d'habitude, on peut modifier la valeur du numéro de plus ou moins 1 ou plus ou moins 2, ce qui me permettrait d'aller placer mon insigne sur plus de planètes possibles. Donc je pourrais descendre ici à jusqu'à 7 ou je pourrais monter jusqu'à 11 si je veux aller me placer sur la planète qui est là. Donc je pourrais aller placer mon insigne ici sur la planète qui prend un 11. Et lorsqu'on fait l'action de l'astronaute, on va aller encercler un symbole d'astronaute sur l'échelle d'astronaute de cette feuille. Pour le symbole que j'ai encerclé, dans un tour de jeu futur que je vais jouer sur cette feuille-là, je pourrais le rayer pour utiliser le pouvoir de l'astronaute seulement pour modifier la valeur du numéro dans ma combinaison, mais ça ne me fait pas cocher une autre case d'astronaute. Dans cette aventure, on va passer la phase 5 des péripéties puisqu'il n'y a pas d'événement qui se déclenche dans l'affrontement. Regardons les types de missions qu'on peut retrouver dans cette aventure. Premièrement, pour la mission A, la première, c'est d'avoir le contrôle d'une planète de chaque couleur sur la même feuille de jeu. Pour le deuxième objectif A, c'est d'avoir le contrôle de 4 planètes sur la même feuille de jeu. Pour les objectifs B, le premier est d'avoir notre insigne sur 7 astéroïdes sur la même feuille. Ça veut dire avoir atteint celui qui est au milieu avec les bonus du 2 planning. Pour l'autre objectif B, c'est d'avoir amélioré le score de chaque planète de 2 sur la même feuille. Pour l'objectif C, c'est d'avoir inscrit notre insigne sur 4 lunes, donc 4 fois sur des lunes, sur la même feuille. Et pour le dernier objectif C, c'est d'avoir coché les 6 premières cases de l'échelle de score des plantes et les 4 premières de l'échelle de score de l'eau. La fin de la partie va se déclencher avec les 3 règles de base. Premièrement, si un joueur réussit à accomplir les 3 missions, si un joueur coche les 2 cases de refus sur une seule feuille de son côté, ou si toutes les cases dans une feuille ont été remplies sur toutes les planètes, ça va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. On va débuter par additionner le score des missions qu'on a réussi à accomplir. Donc ici 9 plus 9 parce que j'ai fait la mission A et B. Ça me fait un total de 18 pour mes missions. Pour les plantes, on va regarder le plus petit chiffre visible. Donc ici c'est 17. Même chose pour l'eau. Le plus petit chiffre visible ici est de 10.
Pour les planètes, avant de multiplier les points pour nos planètes, on va donner le contrôle des planètes qui n'ont pas été faites pendant la partie. Donc les planètes qui ont encore des cases libres, on va les donner. Donc ici, le contrôle va être au joueur triangle, puisque c'est 3-0. Ensuite, celle-ci, c'est 3 triangles, 1 rond. Donc c'est aussi le joueur triangle qui va prendre le contrôle. Et pour celle-là, ben, c'est pas mal juste des ronds. Donc c'est le joueur rond qui en prend le contrôle. Même chose sur l'autre feuille. Donc ici, il y a juste une planète qui n'a pas été donner le contrôle. J'ai 2 triangles et 1 rond, donc c'est le joueur triangle qui en prend le contrôle. On va donc regarder combien de planètes sont contrôlées par notre joueur. Donc ici, on fait le côté du joueur que l'insigne du rond. Donc pour les planètes vertes, il en a 1, 2, 3. Donc il a 3 planètes vertes. Et les planètes vertes, il les a augmentées au complet en niveau de valeur. Donc elles valent 8 chacune. 8 x 3, ce qui fait un beau 24 points. Pour mes planètes bleues, c'est le joueur triangle qui possède les 2 planètes bleues, donc j'en ai 0 sous mon contrôle. 0 x 2, ça fait toujours 0. Pour les planètes grises, le joueur triangle possède celle-là. Celle-là, les 2 joueurs la possèdent, donc j'en ai une. Et je n'ai pas amélioré rien, donc elles valent 4 points, donc 4 x 1, ce qui fait 4. Pour les pénalités, on va regarder dans l'échelle de planning le plus petit chiffre visible, donc c'est un 3. Donc, je vais avoir moins 3. Et même chose dans l'échelle des erreurs système. Donc, le plus petit chiffre visible est un 5. Et on va continuer sur la deuxième feuille. Même chose, on va marquer les plantes. Donc, ici, le plus petit chiffre visible est un 21. L'eau, le plus petit chiffre visible est un 14. Ensuite, pour les planètes vertes, le joueur triangle, le joueur rond, donc j'en possède une. 1 x 2, ce qui fait 2 points. Ensuite, pour les planètes bleues, donc je possède celle-ci, je possède aussi celle-là. En fait, les 2 joueurs possèdent les 2 planètes bleues. Donc, j'ai les 2 planètes bleues. Elles valent 10 points chacune parce que je l'ai beaucoup amélioré, ce qui me fait 20 points. Et pour les planètes grises, elle appartient au joueur triangle. Celle-là appartient à moi, donc j'en ai 1 fois 5. Ce qui fait 5 points. J'ai moins 3 encore pour les plannings, mais je n'ai pas de pénalité ici pour les erreurs. Et on va additionner tout ça ensemble et ça nous fait un score final de 124 points dans l'aventure numéro 8, l'affrontement. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au mode aventure de Welcome to the Moon. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Welcome to the Moon? Premièrement, on va regarder les côtés positifs. C'est un jeu que j'attendais avec impatience parce que j'avais adoré le format, le cœur de jeu de Welcome to Your Perfect Home, donc le premier volet de la série. J'avais pas mal moins aimé le deuxième, Welcome to New Las Vegas, où j'avais trouvé qu'il se perdait peut-être un peu dans la complexité. Fait que j'avais hâte de voir où allait tomber Welcome to the Moon, et je trouve qu'il tombe à l'endroit parfait. Donc il est plus complexe que le premier, moins que le deuxième, mais le fait qu'il y ait 8 aventures différentes aussi, puis que la difficulté, la complexité augmente d'aventure en aventure, mais je trouve que même à la 8e aventure, on est quand même dans des concepts qui sont faciles à assimiler, qui sont bien, même s'il y a plus de subtilité dans le jeu. Fait que côté complexité versus simplicité du système de Welcome, qui en faisait, je pense, une de ses forces au départ, mais je pense qu'il conserve bien cet esprit-là et il nous emmène dans un paquet de directions et ça, c'est vraiment le fun. On va y revenir un petit peu plus tard. On va commencer par le matériel. J'adore le fait que ce soit des feuilles effaçables, donc les feuilles sont recto-verso. On a 2 aventures de chaque côté. On en a quand même 6 de chaque aventure, donc on peut jouer jusqu'à 6 joueurs en même temps, ce qui est en masse dans un jeu comme ça. On n'a pas besoin d'y jouer à 10, à 12, à 20, à 60, à 100 comme les autres. J'ai déjà animé une partie de Welcome to Your Perfect Home à 60, puis c'était quand même assez épique. Mais bon, dans celui-là, c'est pas l'objectif. Je pense qu'on est allé un peu plus dans la profondeur du gameplay. Fait que je pense que la décision d'y aller pour 6 joueurs est bien correcte. En plus de ça, on a les crayons effaçables aussi, qui sont quand même de très bonne qualité, qui ont quand même une pointe qui est intéressante, qui nous permet d'écrire les chiffres dans les cases, dans les endroits où on a besoin. Donc ça, c'est quand même très bien pour la production. Pour le reste, on a des cartes. On a aussi des petites boîtes comme ça de rangement. Donc on en a 6 à l'intérieur du jeu qui sont faites pour ranger les cartes campagne, les objectifs et tout ça quand on commence à débarrer le contenu supplémentaire aussi. On peut le ranger dans ces boîtes-là. Fait que c'est très bien d'avoir inclus ça. Et on a aussi 2 livrets d'instructions dans la version Canada. On a une version bilingue
Fait qu'on a le livre de campagne et le livre de règles qui est en français et on a aussi la version en anglaise dans notre boîte. Donc on a les deux à l'intérieur de notre jeu. Fait que c'est quand même très bien pour ça aussi. C'est un jeu qui se détaille à une cinquantaine de dollars ici au Canada et pour tout le contenu qu'il y a dans cette boîte-là, pour 50 dollars, ça vaut vraiment la peine. C'est un jeu qui a une belle profondeur parce qu'en fait, c'est pas un jeu. Vous achetez cette boîte-là, vous achetez 8 jeux. Donc c'est 8 jeux différents, faut le prendre comme ça. Chaque aventure est un propre jeu de Welcome et je pense que c'était très ambitieux de faire autant de variété dans le jeu puis de tout nous mettre ça à l'intérieur d'une boîte au lieu de nous vendre 2 aventures puis d'aller vendre 2 extensions 6 mois plus tard puis 2 autres. On a vraiment mis toute la gomme puis on a les 8 aventures dans la boîte. Fait que ça, c'est vraiment fantastique. C'est évidemment sa plus grande force. De façon générale, les feuilles sont très bien construites, donc on voit rapidement comment on doit organiser les numéros par rapport à ce scénario-là. Chacun va avoir sa petite twist qui est intéressante. J'aime aussi beaucoup les ajouts qu'ils ont fait des objectifs qui sont intégrés dans les cartes. Donc si tu es le premier à aller cocher telle chose, ou le premier à finir tel quartier, tu vas gagner un bonus qui est plus grand. Le premier à aller à tel endroit dans ce scénario, tu vas gagner un bonus. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là. Ça rajoute un peu plus de tension dans les parties. Donc on a pas juste les 3 objectifs des cartes, mais on a des objectifs qui sont intégrés dans les scénarios. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Le fait que si t'es le premier dans telle case, tu vas avoir un meilleur multiplicateur de points. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis ça fait plus de tension entre les joueurs. Fait que ça, c'est très bien. Puis il y en a presque dans toutes les cartes. Fait que c'est un concept qui revient souvent. J'ai trouvé ça super intéressant. On a aussi plus de concepts pour jouer avec le scoring. Donc, on a plus de façons d'essayer différentes stratégies à l'intérieur des aventures. On peut contrôler un peu plus le scoring de différents aspects dans la majorité des aventures. Fait que ça aussi, c'est intéressant au niveau stratégique d'essayer différentes choses dans chacune des aventures. Je vais essayer de faire un petit tour d'horizon des aventures pour vous parler un peu de ce que j'ai aimé et moins aimé dans chacune d'entre elles, pour vous donner un aperçu aussi du feeling de chacune des aventures, parce que le fait qu'il y en ait 8, c'est super, parce qu'on n'est pas obligé nécessairement de tomber en amour avec les 8, mais il y en a qui vont aller un peu plus avec le style de joueur qu'on est. Même chose, si on le fait à des gens, mais si on connaît un peu leur style de jeu, on a peut-être préférence, ok, ben toi, je vais te montrer telle aventure, parce que je pense que ça va être un peu plus... le fun par rapport au jeu que tu aimes habituellement. Fait que ça, c'est intéressant d'avoir cette force-là dans le jeu. Pour le numéro 1, ben évidemment, c'est la plus simple, l'aventure 1, la fusée. Elle est super intéressante quand même. C'est une espèce de jeu de combo. Donc, ça nous fait penser peut-être à un trait futé, mais en version très, très légère. Il peut jouer vraiment en famille parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas de pouvoir avec les icônes d'action. Donc, ça fait que ça nous fait juste dire où on va placer nos numéros. Puis, on a les effets de combo qui se déclenchent, qui sont super le fun. J'aurais aimé ça qu'il y ait un scénario dans ce même principe-là. Donc, d'espèce d'effet de combo, d'enchaînement qui se fait dans les scénarios qui sont plus loin avec un peu plus de complexité. C'est un système que j'aurais peut-être repris dans un des scénarios vers la fin de l'aventure, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Fait que celle-là, je l'aime beaucoup pour sa simplicité puis l'effet de combo qu'on va y dégager à l'intérieur. Pour le scénario 2, le scénario 2 ressemble beaucoup au Welcome de base, donc Welcome to your Perfect Home. C'est juste qu'au lieu d'avoir 3 rues à numéroter, on a seulement un seul trajet. Et ce petit twist-là va vraiment changer la manière qu'on va le jouer. Il faut vraiment le réfléchir, il n'est pas évident à maîtriser. La première fois qu'on l'essaye, c'est comme, ok, mais c'est moi qui décide où je mets mes séparations, mais là, je les mets quand? J'ai-tu le bon timing pour les mettre? Ça implique beaucoup de choses, cette petite décision-là, de savoir quand séparer son trajet, comment le séparer. C'est vraiment intéressant, une belle twist à l'intérieur de celui-là. Je l'ai bien aimé, celui-là aussi. Le numéro 3, je pense que c'est un de mes préférés, donc c'est la colonie. Celui-là, il faut respecter l'ordre croissant dans les rangées de gauche à droite, mais il faut aussi le respecter de haut en bas. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant, la double numérotation croissante. Donc, ça fait vraiment une toute autre perspective, comment remplir sa grille. Fait que c'est super le fun. Ça me fait penser un peu au jeu Lucky Numbers, qui a un peu le même principe, la manière qu'on place les chiffres dans notre grille. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun pour le côté casse-tête. J'ai bien aimé dans ce scénario-là aussi le fait qu'il y a un objectif de chaque quartier. Si t'es le premier à remplir tel quartier, tu vas gagner 15 points. Si t'es le deuxième, tu vas gagner 5 points. Donc, ça fait une belle tension pour cet élément-là. Puis j'ai aussi aimé comment tu contrôles le scoring dans ce scénario-là. Le fait que tu peux augmenter les plantes, augmenter l'eau, augmenter les paraboles. Puis le fait qu'il commence à 0, fait que tu peux complètement dire, ah ben là moi j'ignore vraiment tous les réservoirs d'eau, ou j'ignore les plantes, puis je vais à fond dans les paraboles. Fait que c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment adoré. Je pense que c'est ma préférée dans les 8, celle-là, la numéro 3, la colonie. Pour la numéro 4, c'est la mine, qui est quand même intéressante aussi. Celle-là, elle est un peu push your luck, dans le sens que tu vas numéroter les espaces dans la mine,
mais tu vas seulement récolter toutes les ressources que tu as encerclées au moment où tu vas compléter la colonne. Donc, tu as une espèce de petite planification à moyen terme. Puis, tu as le côté push your luck à la fin de la partie de dire, OK, ben, j'essaie-tu de compléter mes colonnes ou j'essaie de maximiser d'autres affaires. Mais en même temps, si tu as plein de cases qui ne seront pas extraites à la fin de la partie, ben, c'est plein de ressources que tu n'as pas dans tes usines. Donc, c'est intéressant ce petit côté-là. Ça fait différent d'habitude. Le fait que tu ne gagnes pas immédiatement les ressources en plaçant ton numéro, mais que tu vas le gagner juste quand tu complètes une colonne. J'ai vu aussi que tu peux augmenter le scoring dans les différentes parties, que tu peux même annuler les pénalités de tes plannings, ce qui est intéressant, ce qui est quand même rare dans ceux qui ont des pénalités de planning. Donc, très intéressant celui-là aussi pour ce côté-là. Par contre, il peut y avoir un petit côté frustrant dans celui-là, justement, le fait que c'est un genre de jeu que des fois la fin de partie arrive de façon subite. Puis là, ben, tu sais, j'avais comme 3-4 colonnes qui n'étaient pas finies. Puis là, ben, la fin de la partie arrive. Puis comme j'ai plein de ressources que j'avais pas. Je pensais que je les aurais eues. Puis j'aurais déclenché tel effet après avec ça. Donc, ça peut te couper l'herbe sur le pied. Puis ça peut créer des petites frustrations à cause de l'effet du push your luck puis des mines qu'on va seulement gagner les ressources quand ça va être terminé. Ensuite, pour le numéro 5, c'est le dôme. Le dôme, c'est celui, je pense, qui est le plus restrictif au niveau de la numérotation. Parce que dans celui-là, il y a quelque chose qu'on peut pas faire, qu'on peut faire dans toutes les autres aventures, c'est laisser des cases vides quand on fait notre numérotation. Dans celui-là, on est obligé de numéroter de façon adjacente ou de repartir dans une autre tour sur une case de départ. Fait que ça te laisse beaucoup moins de flexibilité pour placer tes numéros. Donc celui-là, c'est très probable que ça se finisse à cause des erreurs. Puis si la game finit vide, ben là, si t'as pas construit le dôme beaucoup, puis t'as plein d'affaires, tu peux avoir beaucoup de pénalités de points. Donc un peu plus punitive comme carte et un peu plus restrictive sur la numérotation. J'ai quand même aimé l'aspect de course à l'intérieur de celle-ci qui, dans le fond, quand tu es celui qui va en haut d'une tour au sommet ou dans la dernière case en bas, tu vas avoir un bonus qui est le double des autres joueurs si t'es le premier à y aller. Fait que ça, c'est un bel aspect de course à l'intérieur du jeu. Et dans celui-là, il y a une idée un peu weird d'augmenter la valeur de tes objectifs. Ça, j'ai pas tant trippé sur ce concept-là parce que tu pourrais dépenser beaucoup d'énergie à augmenter tes objectifs, mais ça se peut que tu les atteignes pas parce que la partie, encore une fois, la fin de la partie est déclenchée subitement. Fait que j'ai peut-être moins aimé ce concept-là d'augmenter la valeur des missions, mais bon, c'est quelque chose qu'ils ont essayé, puis c'est le seul qui a ça, fait que ça fait une petite originalité aussi. Donc, c'est ce que j'ai aimé ou pas dans ce scénario-là. Le 6e, c'est le virus. Celui-là, c'est le scénario Take That. Donc, c'est le scénario un peu qui nous attaque, qui nous barre des cases, qui va contrecarrer nos plans. Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé dans les 8. C'est sûr que je le rejouerais quand même, mais c'est pas lui que je vais proposer en premier. Parce que justement, ce côté-là de destruction, de perdre des cases, de devoir rayer des cases qu'on n'aura jamais, en plus, qui t'enlève des points, mais qui t'empêche de numéroter tes quartiers. Ça, j'ai moins aimé ça. Puis évidemment, avec la propagation, au plus on est de joueurs qui jouent, ben, il y a plus de virus qui s'activent. Ça peut devenir assez démesuré le nombre de cases qu'on peut perdre et le nombre de points négatifs qu'on peut avoir aussi dans celui-là. Fait que j'ai un peu moins aimé pour ce côté-là, mais je pense que pour l'originalité, c'est quand même assez intéressant. Clairement, ils se sont inspirés de la pandémie pendant qu'ils éditaient ce jeu-là pour pouvoir faire ce scénario-là avec la propagation des virus. Fait que c'est Welcome, rencontre, pandémie. Donc, très original, mais le côté Take That à l'intérieur de détruire les cases, j'ai moins aimé ça comme joueur. Sinon, le numéro 7, la fuite. Lui, j'ai trouvé très cool le fait qu'on a seulement accès aux 2 modules en bas et qu'il faut utiliser les robots pour ouvrir les sas puis se créer des routes qui vont nous débloquer les nouveaux modules dans lesquels on va pouvoir numéroter, mais on doit toujours respecter l'ordre croissant dans chaque vaisseau. J'ai aimé le scoring, comment il fonctionne dans celui-là, le fait que tu peux te concentrer dans un vaisseau pour pouvoir maximiser justement les réacteurs dans un vaisseau, puis un autre des vaisseaux, ben là, je pourrais laisser faire les réacteurs, mais essayer de faire la serre puis de cocher toutes les cases dans la serre. Fait que tu peux un peu te spécialiser dans celui-là. Donc j'ai trouvé ça intéressant au niveau du scoring puis au niveau de la stratégie que tu peux déployer à l'intérieur de lui. Donc, lui, généralement, il est plus facile à se terminer avec les 3 objectifs. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Donc, la fin de la partie peut être déclenchée subitement. Parce que c'est pas évident de numéroter toutes les cases. Parce que des fois, tu vas être un peu pris par rapport à ce que tu as débarré. Fait que ça se peut que tu mettes un chiffre qui va te bloquer vraiment beaucoup de cases. Mais à ce moment-là, tu n'auras pas nécessairement besoin de débloquer le module. Parce que tu sais que tu as mis, je sais pas,
un 10 dans une case qui est vraiment proche de la gauche, fait que tu n'auras pas grand place pour pouvoir continuer loin dans la droite de cette rangée-là sur ce vaisseau-là. Fait que tu pourrais dire, ben, ce vaisseau-là, je vais l'abandonner, je n'essaierai même pas de scorer, mais je vais juste m'en servir pour aller faire des icônes de robots, d'autres affaires, parce que pour augmenter les plantes ou les réacteurs, pas avec l'énergie, il faut que ce soit dans le vaisseau où tu places ton numéro, fait qu'il y a quand même une chose de timing. Donc ça c'est intéressant pour ça. Pour le numéro 8, celui qui se joue à 2 cartes, j'ai trouvé ça assez spécial. J'ai trouvé qu'ils sont vraiment allés essayer autre chose. Ça devient un jeu de contrôle, de territoire, de majorité. Vraiment le fun, je l'ai vraiment adoré. C'est un peu mélangeant au début d'être sur 2 cartes, puis là de passer d'une à l'autre, puis là, ok, mes planètes vertes valent cher sur cette carte-là, mais valent pas cher sur l'autre. Fait que faut faire attention, il faut être concentré, je pense, dans ce scénario-là. C'est définitivement, je pense, celui qui a un peu plus de complexité du fait qu'on joue sur 2 cartes en même temps, en alternance plutôt. C'est intéressant aussi, si on joue à plus que 2, ben là, on va partager une feuille avec notre voisin de gauche, puis une autre feuille avec notre voisin de droite. Fait qu'on va être en interaction avec 3 joueurs de façon assez directe. Fait qu'il est vraiment le fun pour ça. C'est définitivement l'aventure qui a le plus d'interaction. Fait que si vous aimez un peu plus ça, ce côté interactif, ben là, ça devient clairement un jeu de majorité, contrôle de territoire. Fait que c'est super cool de la manière que ça marche. J'aime beaucoup comment on peut aussi améliorer les points des différentes planètes. Donc là, si on voit que l'autre joueur, il améliore le pointage des planètes grises, ben là, je vais essayer d'aller y enlever le contrôle de la planète grise, d'aller mettre des icônes là pour pas qu'il y ait la planète grise parce qu'elle vaut beaucoup de points pour lui. Donc vraiment le fun, il faut s'ajuster à ce que l'autre fait. Intéressant aussi la piste des astéroïdes pour pouvoir gagner des bonus qui sont quand même très intéressants aussi. Donc vraiment des belles idées là-dedans. Puis donc c'est vraiment très très particulier, mais ça fonctionne très bien. Donc l'aventure 8 aussi que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi un mode solo dans le jeu, donc je ne l'ai pas essayé personnellement parce que c'est un jeu que j'aime mieux partager avec d'autres personnes, mais vous avez un petit deck de cartes d'automa, donc vous pouvez jouer tous les scénarios avec ce deck d'automa-là, qui va avoir des règles supplémentaires dans le livret d'instructions pour chacune des aventures. Ils vont vous dire comment gérer le deck d'automa, donc ça peut être une très bonne expérience à jouer en solo. Je connais des gens qui l'ont essayé et qui ont quand même adoré ce principe-là, et oui, même le scénario 8 qui peut jouer avec l'automa solo sur les 2 cartes en même temps, en alternance. Pour les côtés négatifs, j'ai oublié de mentionner dans le scénario 6, donc le virus, je trouvais que les petites cases justement pour écrire le scoring de chaque quartier à chaque fois qu'on les score au fur et à mesure dans la partie, je les trouve un peu petites, donc c'était difficile de mettre les chiffres à l'intérieur de toutes ces petites cases-là. Mais sinon, pour le reste des feuilles, je pense que c'est quand même très bien réussi. Sinon, je pense que dans l'intérieur du jeu, le livre de campagne, je pense que c'était pas nécessaire à l'intérieur de ce jeu-là. Pour moi, je pense que Welcome to the Moon, c'est plus le fun à jouer en mode aventure. Donc le fait de faire 1, 2 ou 3 parties ici et là, puis pas nécessairement de jouer tout le temps avec le même monde aussi. Je vois pas tant l'intérêt de réunir tout le temps le même groupe de joueurs pour faire avancer une campagne de Welcome to the Moon. Donc ce petit côté-là, je l'ai moins aimé. J'aime ce que ça nous fait débarrer en fait, c'est que vous allez avoir des cartes campagne qui seront des cartes que vous allez superposer sur certaines sections de vos feuilles d'aventure et qui vont modifier un peu les règles, qui vont acheter une nouvelle zone, une nouvelle affaire. Et il y a des cartes d'objectifs aussi qui peuvent venir avec ça, donc des nouvelles cartes d'objectifs de campagne. Pour moi, c'est comme si on débarrait des modules supplémentaires pour chaque aventure, mais j'aime pas avoir à jouer une campagne au complet pour justement explorer ou débarrer ces modules-là. J'aurais simplement préféré qu'on nous présente ça sous forme d'extension modulable. Donc de dire, chaque aventure a 3 petits modules avec des cartes justement plastifiées que tu peux placer sur tes cartes d'aventure pour rajouter ces nouvelles sections-là puis ces nouvelles affaires-là. Fait que j'aurais vu ça sous forme de modules plus que sous forme d'éléments de campagne à débarrer. Parce que justement, quand on veut juste les règles de ces cartes campagne-là ou de ces modules-là, c'est quand même un peu un fouiller là-dedans. On a quand même un annexe à la fin du livre qui nous dit justement chaque carte campagne est expliquée à tel chapitre, mais bon, il faut qu'on passe notre temps à se promener là-dedans. Fait que c'est pas tant amical pour quelqu'un qui veut pas nécessairement jouer la campagne, mais qui va avoir accès à ce matériel-là supplémentaire, qui est quand même des beaux ajouts modulaires qui peuvent être intéressants à ajouter une fois que vous aurez joué les scénarios plusieurs fois. La trame narrative non plus, c'est pas nécessairement sa grande force. Je joue pas à Welcome to the Moon pour pouvoir vivre une histoire fantastique et épique, là. Donc je veux vraiment jouer pour le gameplay et ce que les 8 aventures vont m'offrir en plus des éléments modulables que je pourrais ajouter à mes expériences.
Somme toute, Welcome to the Moon, je dirais que c'est un projet très ambitieux, mais c'est un projet qui livre la marchandise. C'est un jeu qui nous offre en fait 8 jeux à l'intérieur de sa boîte, 8 modes de jeu qui sont très différents, qui sont le fun à découvrir, qui vont être le fun à rejouer. Donc j'ai adoré ce principe-là, donc c'est définitivement un jeu que vous allez en avoir pour votre argent, pour un 50$ d'investi, vous allez avoir de la variété, vous allez avoir une rejouabilité presque infinie dans ce jeu-là avant de vous tanner de jouer chacune des aventures puis d'essayer chaque module avec les cartes campagne. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir et à essayer dans ce jeu-là. Donc c'est vraiment fantastique pour ça. J'ai aimé qu'il ait osé aller dans des mécaniques qui sont très différentes ou de faire des trucs un peu champ gauche, justement avec la carte numéro 8 où on joue sur 2 cartes avec nos voisins. Donc des idées vraiment un peu folles, mais qui ont quand même été vraiment bien travaillées, vraiment bien adaptées et qui nous donnent des expériences de jeu qui sont vraiment le fun. Donc pour moi, c'est vraiment un succès. Welcome to the Moon, clairement le meilleur de la série. Puis je pense même plus que j'ai besoin des 2 autres. Bon, le deuxième, c'est sûr que je n'ai plus besoin, là. Mais le premier, je pense que j'en ai même plus besoin. Puis que je vais peut-être préférer faire découvrir les 2 premières aventures de Welcome to the Moon à des gens qui ont peut-être jamais joué au système de Welcome, à la place de les faire jouer au premier Welcome. Donc je pense qu'il prend toute la place puis que j'ai même plus besoin des autres dans ma collection. Donc je vais lui donner une excellente note de A. Donc c'est un excellent jeu pour toutes les raisons qu'on vient de nommer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.